Mars Attack. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. Bonjour à tous, bienvenue, ravi, très heureux de vous retrouver pour un Mars Attack exceptionnel. J'ai envie de dire un Mars Attack de champion du monde avec nos consultants. C'est un plaisir d'avoir ce matin comme invité c'est Mohamed Ouabi, un entraîneur des U20 champions du monde. Lino Bako, bonjour, bienvenue. Bonjour. Hicham Khalifi est là, c'est la team de champions du monde. Amine Birouk aussi. Bonjour les champions. Hello, Dounia Siraj est là aussi. Bonjour Hamid, bonjour à tous. Cette émission exceptionnelle. Alors évidemment, on va revivre l'épopée du mondial U20 avec tous les matchs, bien entendu. Mais on va commencer, si vous le permettez, par le commencement. C'est Mohamed Ouabi. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. On va commencer évidemment par. C'est Lino qui le dit tout le temps dans Mars Attack. L'homme avant l'entraîneur. Oui. Lino. Moi, je me suis renseigné un petit peu sur Mohamed Ouabi, le formateur du formateur au sommet du monde. On m'a dit l'homme, il est discret, il est méthodique, il est humble, il est axé sur les valeurs. Oui, valeur. J'essaye d'être humble parce que des fois, surtout lorsque vous êtes champion du monde, il faut pouvoir garder les pieds sur terre. Mais des fois, on fait des petits dérapages, mais je pense que c'est de par mon éducation. Et puis, axé sur les valeurs, oui, j'insiste, c'est quelque chose qui pour moi, est à la base de tout. Plutôt réservé, plutôt très proche de vos joueurs. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait défini à l'époque à Anderlecht. C'était une personne âgée, beaucoup d'expérience, néerlandophone, qui parlait pas bien français et qui disait toujours, toi, tu as une main de fer dans un gant de velours. Avec l'accent, ouais. Et il me disait toujours ça. Et je pense que ça définit bien un peu ces mains de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'ils sentent aussi beaucoup de respect, mais pas d'état d'âme quand il faut faire des choix. Est-ce que c'est le cursus qui vous a mené au football, qui vous a poussé aussi à avoir cette attitude, c'est-à-dire le fait d'être passé par le domaine de l'enseignement et de la pédagogie? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu des profs extraordinaires, vraiment extraordinaires, qui étaient spécialisés, un champion de gym, un champion de handball, j'ai eu des profs extraordinaires qui m'ont apporté tout ce qui est méthodologie, pédagogie, psychopédagogie, apprendre à connaître les enfants, quel que soit leur âge. Et puis, j'ai appris à vraiment donner des séances ou des cours, mais j'ai surtout appris à transmettre. C'est vraiment ça, c'est transmettre, et pas seulement une matière. C'était différents sports, mais c'est aussi des valeurs, une discipline. Et ça m'a beaucoup aidé. La passion, elle a toujours été là. Une grande passion pour le football. Ça a commencé très tôt. Hein. Déjà à 21 ans, vous êtes déjà entraîneur. Ouais, je suis entraîneur dans une petite équipe, une équipe amateur. Et ça se fait comme ça. Je pense que j'étais en deuxième année pour faire mes études d'éducation physique. Et j'ai un ami à moi qui m'a proposé, il me disait, voilà, tu aimes bien le foot, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas les minimes, pré-minimes, les U10 d'une équipe? Et j'ai accepté, ça m'a beaucoup aidé aussi pour mes études, parce que j'étais assez réservé devant. Je me rappellerai toujours la première leçon que j'ai donnée en stage, et j'arrivais pas à parler aux enfants. Ils avaient 8-9 ans, je ne savais pas quoi dire. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et, à la base, vous êtes réservé, hyper réservé, c'est un peu le foot aussi qui vous a permis de... Ouais, c'était il y a 15-20 ans, je pouvais pas parler comme ça, et ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, c'est venu comme ça. J'ai beaucoup travaillé en fait. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de talent, mais j'ai pas l'impression qu'on peut dire ouais, c'est inné. Et c'est le travail qui compte. Ouais. Et je vous disais, moi, devant des élèves, j'arrivais pas à parler. 2 ans après, je termine mes études en étant majeur de promotion et en ayant le prix de didactique, donc celui qui a été meilleur dans les stages. Ouais. Alors que 2 ans avant, mais vraiment, hein, c'est que le fruit du travail. Alors, cette sérénité, hein, je dirais, cette zénitude qui se dégage de vous, c'est inné ou je sais pas, vous faites du yoga ou... Non. Parce que je n'ai jamais... Vous vous énervez pratiquement jamais. Non, ça m'arrive. Non, mais c'est rare. C'est rare. C'est pas des sorties à la Comté ou à la non, ouais. La sérénité qu'il dégage à la télé, ouais, j'adore. Parce que nous, notre contact, c'est quand vous êtes sur le banc de touche. Et ce que vous dégagez, c'est ce que dit Lino, c'est cette sérénité. On ne voit jamais vous emporter. Tranquille, rien ne peut vous arriver. C'est comme si, en fait, c'est vrai, avec cette équipe-là, de toute façon, dès le premier match, dès les premiers engagements, on comprend que finalement, on ne risque pas grand-chose. Après, on va parler d'autre chose. Hein, que sur ce plateau, on s'est souvent pris avec Hicham Khalifi. Ça, c'est un sur l'aspect favori ou pas. Tu sais de quoi on va parler. Évidemment. Mais c'est vrai, moi je vous envie de. J'ai envie chez vous ce calme, cette sérénité. Après, je dormais pas la nuit, après le match. Ah, d'accord. Et le matin, je mangeais pas. Donc... il s'était énervé
3 fois avec Fouad Zouani quand il gardait trop le ballon sur le côté gauche des fois. Voilà. Ouais. Et puis avant, les séances d'entraînement avant le premier match. Oh là 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 là. Si on était 26, peut-être qu'il serait rentré. Hein. Ouais. Vraiment. Mais voilà, c'est comme ça. Mais comment ça se fait justement qu'on a cette impression de sérénité, comme disait Lino, quand on vous voit? J'ai travaillé sur moi. Déjà, dès que je suis arrivé au Maroc, j'ai appris une chose, c'est que si moi, je peux pas transmettre ce calme, les joueurs pourront pas l'être. Et j'ai tout de suite remarqué que la gestion des émotions, c'est quand même quelque chose sur lequel on devait beaucoup travailler. J'ai remarqué tout de suite les premiers matchs, les premières compétitions. Tu marques un but, ça y est, tu penses qu'à défendre, tu joues plus, tu gagnes du temps. Tu t'encaisses un but, ça y est, tu joues plus, tu mets des longs ballons et tu essaies de gagner et tu es désorganisé. Donc cette gestion des émotions, tu es provoqué, tu réagis mal. Ouais, c'est ça. Et on réagissait mal. Et les Égyptiens nous ont beaucoup aidés à ce niveau-là. On a fait beaucoup de matchs contre eux. Mais moi, j'ai travaillé sur moi. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des coachs, un coach mental, des coachs mentaux en Belgique. Et à chaque fois qu'il y en a un qui venait à Anderlecht, il me demandait par quel joueur commencer. Je lui disais toujours par moi. Et moi, je veux commencer par moi. Donc, venez me voir durant la causerie, durant les séances d'entraînement, durant les matchs, mon coaching. Je voulais faire mon profil psychologique. Je voulais tout maîtriser et que, justement, avoir les outils pour que ça puisse m'aider. Et j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite appris que c'était par le calme qu'on pouvait trouver les solutions, que je devais trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il fallait rester calme. Donc, en moi, bien entendu, mon estomac, il en prend un coup. Mais, mais voilà, ce que je transmets aux joueurs, c'est super important. Alors, ensuite, il y a eu l'appel de la patrie, après tout ça. Et j'ai cru comprendre que Mexico 86, ça vous a marqué un petit peu nos Lions de l'Atlas. Cette équipe vous a donné envie de faire du football plus tard? Ouais, mais j'ai très vite su. J'ai pas attendu longtemps pour savoir que j'avais pas le niveau. Ah ouais? Ouais, que j'étais éclaté. Ça, c'était. J'ai pas. Il y en a beaucoup qui croient à chaque fois. Vous étiez de quel poste, Beda? Milieu de terrain. Récupérateur, courir. Ouais. Vraiment. Hein. Et les pieds qui dérinent. Les pieds. Bien que je cours. C'est pas les pieds de Van Imst. Fallait pas me demander. De Paul Van Imst. Ouais. C'est pas de jeu long. Je cours. Ouais, j'étais un vrai joueur type marocain qui aimait bien le ballon, mais qui avait la tête baissée. Mais j'étais pas doué. Au Mexico, c'est un bon cru que ce soit pour le Maroc ou pour la Belgique. Oui, c'était demi-finaliste pour la Belgique et c'était un moment. J'ai encore des images où je regardais en cachette parce que c'était au Mexico, donc décalage horaire, c'était les matchs très tard. Et à l'époque, on avait pas une grande maison, donc les chambres étaient collées au salon et j'étais en train de regarder en cachette mon papa qui regardait le match. Mais c'est les souvenirs que j'ai. Mais après, j'ai pas beaucoup suivi le football marocain. Mais je pense que ça a beaucoup touché Nourdine. Et c'est pour ça que Nourdine Naibet, pour moi, il a été super important parce que je connais toute sa carrière. Je lui ai même dit quand est-ce qu'il avait commencé le premier match que j'avais vu sur France 3, premier match télévisé d'une équipe africaine. C'était Wydad Asec Abidjan en 92. Et c'était télévisé sur France 3. Donc c'était le premier match que je pouvais voir. Et il y avait Nourdine Naibet, un gamin de 18 ans qui jouait, qui s'était fait mal à la tête. Il avait un bandage sur la tête. Quand je lui expliquais tout ça, il était un peu ému. Puis la Coupe du Monde, ces matchs, quand il s'est pris la tête avec le coach, qu'il a été viré de l'entraînement. Comme je lis beaucoup Marca et l'As, parce que je parlais couramment espagnol. Donc ça l'avait marqué un petit peu, mais de l'avoir vu, croyez-moi, c'est l'un des moments les plus émouvants que j'ai vécu durant cette Coupe du Monde. C'est quand il est arrivé sur le terrain pour féliciter. J'ai vu ses yeux briller. Je dis, wow, il m'a fait vibrer tant d'années et maintenant je peux lui remettre ça. Pour moi, c'est un moment vraiment magique. Et je suis reconnaissant envers Nourdine parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, qui est humble et qui est très, très, très important. Très important pour la DTN. Est-ce que c'est pas la force aussi du staff? Parce qu'il y a aussi un Jamal Benider. D'ailleurs, on lui a posé la question à Jamal Benider. Qu'est-ce qu'il pensait? Je demande, c'est Mohamed Ouabi. Salam alaikum Ahmed, j'espère que tu vas bien, ainsi que la famille. Tu dois être surpris de me voir dans cette vidéo. Écoute, c'était simplement pour te féliciter de nouveau par rapport à cet exploit réalisé, à tout le travail que tu as réalisé pendant ces 3 années que je t'ai côtoyé, depuis le tournoi de Toulon, à l'UNAF, la finale de la CAN, maintenant cette Coupe du Monde. Donc je peux témoigner moi personnellement de la qualité de ton travail, de tes compétences. Maintenant c'est aux yeux de tout le monde, donc ça fait vraiment plaisir que ton travail soit reconnu de cette manière, même si je sais que tu es quelqu'un de très modeste, parce que j'ai appris aussi à connaître l'homme
avec beaucoup de valeur, beaucoup de respect, d'humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Et ça c'est important, c'est une qualité forte que tu as. Donc après cette longue introduction, je vais te poser une question simple. Est-ce que maintenant qu'on est à J+5, qui a eu un peu les retombées, est-ce que tu as vraiment pris conscience de la portée de cet exploit que tu as réalisé? Jamal déjà, c'est quelqu'un qui humainement est incroyable. Et je pense que c'est à la base aussi dans mon staff. Si je regarde le côté humain, et la compétence, bien sûr, mais il y a le côté humain aussi. Il est arrivé, il a terminé, il a fait ses études, son diplôme de CAF-A. Et quand il a commencé, je lui ai toujours dit, j'étais très exigeant avec lui parce que je lui ai dit qu'il faut. Je suis certain qu'il va énormément progresser, mais qu'il fallait qu'il me fasse progresser. Et je voulais vraiment qu'il dise ce qu'il pense, je voulais vraiment qu'il s'investisse. Comment est-ce qu'un adjoint peut faire progresser le coach principal? Dire les choses. Être honnête. Être honnête, dire les choses, me pousser à la réflexion. Ouais. Ça s'est passé encore dernièrement, c'est juste avant la finale. Ah ouais. C'est par rapport à un choix de joueur, une position, etc. Et il vient jamais en disant... Il vient avec quelqu'un d'autre, avec un analyste, et on a pensé. On a décidé, c'est toujours le on, et nous avons pensé, voilà, et ça c'est super important. C'est quelqu'un de très modeste aussi, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un aussi à qui j'ai voulu donner des responsabilités parce qu'il s'est occupé des coups de pied arrêtés défensifs. Je ne sais pas si on peut revoir les matchs, mais défensivement, on a été impressionnant face aux Coréens, aux États-Unis, qui étaient à un niveau mais vraiment excellent. Ils avaient marqué beaucoup de buts. Ouais, vous faites bien de le dire, c'est sur les corners. À un moment, les Argentins, je ne sais pas dans quel match, 11 corners d'affilée. Les Coréens. Et ils étaient très performants. Et Jamal était responsable de ça. Très bien tiré. Et le voir travailler tous les jours. La position, comment les joueurs se positionnaient systématiquement. Ça se voyait chaque détail. Et tu te rappelles de la position des Coréens qui avait une façon très particulière. Mais eux, nous, on restait. C'est pour ça que j'ai dit ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tout était préparé en fait. Tout était préparé. Même la remise en touche défensif. Et puis il y a Fouette qui s'occupait des coups de pied arrêtés offensifs. Mais Jamal était responsable des coups de pied arrêtés défensifs. Et sincèrement, c'est impressionnant parce qu'il a scruté vraiment au moindre détail pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait contrer et bien défendre. Et il a passé beaucoup de temps, et puis surtout le calme qu'il dégage dans le staff et avec les joueurs, l'expérience qu'il a aussi, c'est un apport incroyable. Et puis je reviens sur le J+5, parce que nous on dit toujours en compétition, on ne sait plus quel jour on est. Encore maintenant, sincèrement, c'est toujours J-1, J-2, J+1, c'est toujours par rapport au match. Et le fait qu'il dise J+5, je pense que c'est naturel. Mais vous avez réalisé donc cet exploit, ce qu'on est pas encore tout à fait. Percute vraiment pas. Pas encore tout à fait. Sincèrement, j'ai besoin, c'est vrai que quand vous allez au palais, vous sentez quand même, à la fois vous sentez très petit et à la fois très grand, parce que vous dites, si vous êtes accueilli ici, c'est que vous avez fait quelque chose d'énorme. Ouais. Mais j'ai pas encore eu le temps, vraiment. J'attends vite de rentrer en Belgique, de me retrouver avec ma maman, mon papa, d'être dans sa cuisine, manger du pain chaud avec des zétones, mon papa qui raconte les histoires bien au chaud. Et c'est ce moment-là, à partir de ce moment-là, je pense que je vais commencer vraiment à penser à tout ce qu'on a fait. J'ai une question qui me brûle vraiment les lèvres, parce que imaginez, vous avez votre recul, 49 ans, il faut le rappeler, avec toute votre expérience, et vous dites, je ne réalise pas, et il faut vraiment que je garde les pieds sur terre. Alors moi, comment peut-on justement, mettons-nous face à nos U20 pour qu'on ne les perde pas en route? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à leur santé mentale? C'est juste cette question. Bien sûr. On va y venir. Désolé, parce que quand il en a parlé 2 fois ou 3 fois, tu... Ça, c'est la dernière question. Oui, ça, c'est la dernière question de... Ah non. C'est la dernière question de... Sur le conducteur, c'est la dernière question. Non, c'est Capitali. Non, ça, c'est quelque chose dont j'ai peur. Mais je comprends, on va prendre un café dans 5 minutes. Il y a tellement de questions à poser, le Si Mohamed Ouabi, évidemment. Moi, je pensais qu'il allait parler plutôt de favoris. Oui. C'est ça, peut-être. Oui, d'accord. Justement. Alors, Ouabi... Coach, grosse polémique sur Mars Attack. Je sais pas, on s'est croisés au centre, je vous ai vu travailler, je vous ai salué avant que vous partiez, je sais pas, après le match des U17, vous étiez venu, la finale U17, on a été champion d'Afrique, on s'est parlé, et franchement, je voyais les jeunes, et je voyais le regard des jeunes. Pour moi, à partir de quand je vous ai croisé, avec le parking, je savais que vous alliez faire quelque chose de grand déjà en Égypte, et quand vous avez perdu encore face
aux Égyptiens, à l'Afrique du Sud, je savais que vous alliez faire quelque chose. Sûr, et moi, je disais que vous étiez tout le temps favori. La question, c'est très clair. Est-ce que pour vous, est-ce qu'on était favori? Parce qu'il y a une différence entre je vais en Coupe du Monde, c'est un honneur pour moi déjà de représenter mon pays en Coupe du Monde. Je vais en Coupe du Monde pour aller le plus loin possible, pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais suis-je favori? Moi, je disais que vous étiez favori. Ben moi, je pense que j'en ai parlé à des conférences de presse à des Argentins. C'était en espagnol, je pense. Ouais. Moi, ça m'est égal, en fait. En fait, moi, ce qui est important, c'est... Mais vraiment, ce qui est important, et on en a parlé avec les joueurs, ce qui est important, c'est de croire en soi et de se donner les moyens d'y arriver. Croire qu'on peut gagner la Coupe du Monde. On en a parlé, hein. Et je me rappelle encore ce regard, pas avec vous, j'ai dit ça. Si, avec moi. Samé Sadar qui me regardait, et je leur disais... lâche-la, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Non, même pas, c'est aux joueurs. Juste avant le match de l'Espagne. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? On a joué contre la plupart de ces équipes, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Et je regarde les joueurs un par un, et je vois encore ce regard de Houssem et Sadak. Quand je vois ce regard, je me dis, c'est bon, ils sont prêts à au moins croire en eux. Parce que c'est la base, c'est croire en soi. L'objectif, c'est d'être le plus compétitif possible. Le plus compétitif. Mais... Après ça, bien sûr, il y a le processus. Moi, j'y ai pensé, je dis, moi j'imaginais déjà, moi il y a juste l'Italie qu'on n'a pas joué. Mais moi je m'imaginais l'Italie, France, France, Argentine, je sais plus avant, oui c'était ça, c'était en quart de finale, je m'imaginais l'Italie, pas parce qu'ils sont... Parce que les États-Unis, je les trouvais pas bons, mais je voulais l'Italie, parce que c'est le prestige. Ouais. Mais c'était match après match. On savait très bien qu'on devait gagner les matchs et les aborder les uns après les autres. Et de quoi j'ai parlé, c'est Ancelotti. Il y a quelques années, sa premier passage au Real Madrid, il avait raconté quelque chose qui m'avait marqué et que j'avais utilisé aussi avec mes joueurs. C'était de parler du lion qui se levait le matin et quel était son objectif, quelle était son envie. Le lion, c'était de survivre. Pour survivre, il devait manger. Pour manger, il doit chasser. Pour chasser, il doit courir. Et la gazelle, à l'inverse, elle veut aussi survivre. Mais pour survivre, elle doit essayer de ne pas se faire attraper par le lion. Et donc, pour survivre, elle doit courir. Et je leur disais, voilà, vous voulez quoi? Être les lions ou la gazelle? La plupart disent, le lion. Et en fait, peu importe, non. Il faut courir. On s'en fiche, il faut courir. Il faut courir pour survivre. Et donc, peu importe si vous êtes favori ou vous n'êtes pas favori. Le truc, c'est courir. Et je me rappelle qu'à un moment, on avait parlé aussi des kilomètres parcourus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que physiquement, chaque match, on était plus performant. À chaque match, on avait les fatigues. Et après chaque match, le match d'après, on courait plus et à plus haute intensité. Et à un moment, on faisait chaque fois des résumés de tout ce qu'on faisait. Et puis il y a Houssem et Sadar qui vient chez le préparateur physique et lui dit, ouais, mais coach, c'est bien tout ça, hein, mais on sait qu'une chose, la tactique, etc., c'est pas très important, il faut qu'on court. Et donc c'est une image, courir. Mais je pense que c'est la base de tout. Comment vous avez réussi à les faire persuader qu'ils doivent courir? Parce que le joueur marocain aime avoir le ballon. Ne pas souffrir sans le ballon. C'est 3 ans avec des principes, etc. Je me rappelle de 2 matchs qu'on a joués contre l'Arabie Saoudite il y a 1 an et demi où Nasser Larguette était que je salue toujours, parce que toujours le petit message, toujours l'encouragement, c'est un vrai patriote, Nasser Larguette. Et on avait joué contre eux, il était venu avec des yeux qui brillaient en me disant, les transitions, qu'est-ce que vous êtes performants, j'ai jamais vu une équipe marocaine aussi efficace et aussi qui pique, qui fait mal dans les transitions. Et je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est convaincre le staff, parce que tout seul, vous ne savez pas convaincre tout le monde. Et puis le staff était aussi dans le travail, dans la manière dont on a préparé les entraînements, dans la manière dont on animait les entraînements avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. C'était important. Et puis après les courses, bien entendu, on leur montre souvent, on a souvent fait des classements depuis le début. Depuis 2 ans et demi maintenant, on fait des classements des matchs qu'on a joués, kilomètres parcourus, généraux, l'intensité, etc. Et leur faire comprendre aussi, voilà, regardez un petit peu tous les matchs où on a couru le plus, on les a gagnés. Même individuellement parlant, parce que l'image la plus marquante, c'est Jessim qui revient à son club Dunkerque. Et dans la vidéo, il dit bien, j'ai couru 12 km 5 pendant la finale, 13-9 en demi-finale. C'est juste incroyable. C'est vrai, mais il y avait un match aussi, je pense que c'était en demi-finale face à la France, où on voit comment il se replie vers la fin du match. Je me dis, voilà. Et je pense que c'était ça le secret, parce que nous, à chaque fois, nous par le passé, c'était les joueurs. Un moment, là, c'est les joueurs au service de la tactique, et non l'inverse.
et pas la tactique au service des joueurs pour qu'ils voient. Et on voyait qu'ils étaient vraiment disciplinés. Et c'est ça, en fait, c'est cet esprit. C'est que à chaque fois depuis que vous avez commencé à parler, vous parlez de staff, vous parlez de tout un ensemble. Est-ce que c'est pas ça l'esprit? Oui. Et puis moi, je vais rebondir juste sur quelques anecdotes. Franchement, qui nous ont aidés parce que c'est bien d'essayer de transmettre, de parler aux joueurs. Le fait qu'ils soient récompensés, ça aide. Et contre le Brésil, je pense qu'à un moment on souffre, on galère un petit peu sur le côté parce que le repli défensif et il crée une supériorité. Et Jessim me dit, c'est pas son côté de prédilection, c'est pas son meilleur côté. Il me dit, coach, je vais de l'autre côté, je vais régler le problème, t'inquiète, je vais faire les efforts, je sais comment. Donc il s'est sacrifié un petit peu et en fin de compte il termine meilleur joueur. Et contre les États-Unis, il y a Campbell qui est un super joueur, même qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce match-là, un excentré droit qui joue à Dortmund, le gaucher, qui nous a fait beaucoup mal en amical. Et à un moment, à partir de la 60e minute, il y a Othman Mama qui fait le repli, qui vient faire le 5e défenseur et qui dit coach, ne me sors pas, c'est moi qui le prends, il va pas passer. Je m'en fiche, je pense plus attaquer, je vais faire que défendre, je suis défenseur. Il me le dit comme ça pendant le match. Hein. C'est pour ça que je fais les changements plus tard. Et après ça, il n'a pas marqué, mais il est élu meilleur joueur. Et donc après, c'est plus facile de dire, voilà, vous avez vu, vous vous battez pour le collectif et vous êtes récompensé. Et ça démontre le degré de maturité des joueurs. Hein. Ouais. Et l'esprit aussi. C'est vrai, non mais la maturité aussi, tactique aussi, le sens tactique. C'est l'implication. Parce qu'un joueur qui a le courage d'aller chez le coach et dit écoute, moi je vais changer d'aile, moi je vais jouer en retrait, je vais jouer plus défensif, ça veut dire... et ceci explique cela. Donc les super matchs qu'ils ont fait, finalement, vous avez fait toute une série de matchs sans faute. Et moi l'autre fois, je parlais avec un ami et je me disais, tu sais, j'ai du mal à leur trouver un défaut. Et c'est vrai. On a du mal à vous trouver le moindre défaut. On a fait beaucoup de post-match avec des choses à régler quand même. Oui, des imperfections. Mais c'est-à-dire d'une manière... l'esprit de l'été, quoi. D'une manière macro, quand on voit ça à la télé, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit, wow, c'est une équipe parfaite. À part Wazan, à un moment, je pense que c'était contre l'Espagne, quand il perd le ballon. Non, Wazan, c'est le U17. Wazan, il va nous faire rêver. Je suis déjà avec le U17 dans ma tête. Il peut y avoir une erreur individuelle. Zewani, à un moment, il la joue tranquille. Contre l'Espagne. Mais c'est un peu marquant, j'insiste, parce que c'est des petits détails. C'est que contre l'Espagne, en fait, c'est une situation où on mène au score et on est à 3 contre 2. C'est-à-dire que l'Espagne prend des risques, on est à 3 contre 2, et au lieu de mettre un ballon devant... tout à fait, il joue facile. Et il joue facile, il perd le ballon, donc on lui a montré les vidéos, on l'a même taquiné, on l'a embêté, on l'a répété, et en fin de compte, le 3e but contre les États-Unis, il vient comment ? Zewani qui reçoit le ballon, il y a un 2 contre 2, il met un long ballon, et on fait la différence avec notre... Et on leur a montré après, dire voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on a continué à grandir et retenu les leçons. Là, on parle d'un état d'esprit, mais il faut rappeler aussi que je ne sais pas comment vous avez fait pour qu'il y ait cet état d'esprit, sachant qu'il y avait quand même 14 changements par rapport à la liste de la CAN où vous étiez finaliste. Et 9 nouveaux joueurs. On m'a dit que vous n'aviez pas pris de vacances cet été. Oui, j'ai pris des vacances. C'est parce pas que vrai. finalement, j'ai pris 2 semaines. Ouais, j'ai pris 2 semaines. J'ai pris 2 semaines. Parce qu'il fallait aussi laisser souffler les joueurs. Parce que vous cherchiez le doublon du doublon parce que vous n'étiez pas sûr de la liste. Ça, c'est juste après la CAN. Juste après la CAN, ça veut dire que j'ai enchaîné tout de suite. J'étais au Chili pour le tirage au sort. Et il y avait une date FIFA. Donc j'avais tout de suite dit aux joueurs, je prendrai personne qui était à la CAN, mais je prendrai des nouveaux joueurs parce que l'équipe nationale c'est comme ça, c'est l'appartient à personne et je dois donner l'opportunité à tout le monde aussi de se montrer. Et donc j'ai fait un stage et là on avait joué contre le Wydad. C'est à ce moment-là que Jessim avait été ils ont voulu recruter Jessim Yassine. Il était venu à ce match-là. Et puis au mois d'août, j'ai fait des stages. J'ai fait beaucoup de stages au mois d'août avec les joueurs du championnat local. Pour ceux qui n'étaient pas concernés aussi par leur équipe A, qui jouent encore chez les jeunes. Donc on a fait des stages, on a fait double confrontation contre l'Égypte avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et je suis très content. Il y a eu des surprises donc, parce que certains ont gagné leur place pendant... Kebdani, Mahsoub, Taha Mejni. Et on leur avait dit, battez-vous. Pas pour être premier ou pour être deuxième aujourd'hui. Même si vous vous dites, Kebdani se dit, je suis latéral gauche, mais je pourrais pas passer devant Zewani. Tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais pas ce qui peut arriver. Zewani sera peut-être pas là. Et en fait, je crois que notre force, c'est pendant ces 3 années, on a tellement eu de défections, de blessures, qu'on a bien pris, mais on savait que ça pouvait arriver. Donc on a anticipé. Ce que j'ai pas eu le temps de faire. Ce que d'autres sélections nationales n'ont pas su faire. Non, voilà, c'est toujours les mêmes. Après, ils n'ont pas la possibilité de travailler avec les joueurs locaux hors date FIFA, ce que nous, on avait. Mais les matchs amicaux, par exemple, les États-Unis, on joue 2 matchs juste avant la Coupe du Monde. On perd le premier match 4-1. Mais le deuxième match, je joue avec une défense Mejni Mahsoub,
qui découvrent un petit peu. Donc j'ai pas eu peur, on n'a pas eu peur de le faire parce que c'est la décision du staff et se dire on doit les préparer, on sait jamais. Et on fait quand même 0-0 et ils font un super match et puis là on se dit hop, voilà, Mejdi va être là. Et Mahsoub, il était remplaçant de Koutoun, de Koutoun en gros. Et puis quand Koutoun n'est pas là et Mahsoub il est avec nous, ben voilà, il prend sa place. Donc voilà, c'est. Donc cet état d'esprit, finalement, vous avez réussi à le bâtir dans un laps de temps, mine de rien. Oui, c'est juste après la CAN, entre la CAN et la oui, après c'était aussi la méritocratie. Et les joueurs l'ont vécu parce que c'est pas facile, vous savez. Beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais ils privilégient le joueur d'Europe, le joueur local. Vous savez, et c'est sincère, je le dis vraiment en toute sincérité, et je le dis aussi au président quand il me pose la question, même devant le ministre des Affaires étrangères, combien de joueurs locaux? Je ne sais pas. Oui. J'ai jamais voulu savoir en fait. Oui, j'ai jamais voulu savoir combien de joueurs étaient titulaires. Alors des fois on me dit ouais, on a commencé avec 5 joueurs du championnat local. Ça m'est égal. Je me suis toujours, et chaque fois que ça passait dans ma tête, j'ai dit non, j'y pense pas. Je prends les meilleurs, la forme du moment et ceux qui mettent leur talent au service du collectif. De toute façon, il n'y a pas de différence même dans sa tête. C'est ça qui est bien. Et des fois, tu y penses, c'est normal. Mais je me force à me dire non. Oui. Et les joueurs l'ont senti. Parce que le subconscient, il pourrait te dire que celui qui joue en Europe est bien meilleur. Entendu. Et je veux rien savoir. Et je veux rien savoir. C'est ce que les gamins m'ont montré qui fait la différence. Et je pense que les joueurs ont. Ça a pris du temps au début parce qu'il y a toujours des excuses, des reproches. Et c'était le leitmotiv qu'on dit, c'est pas de reproches, pas d'excuses. On a perdu la CAN, ok, on se remet en question, c'est pas grave, ça arrive, on va de l'avant, c'est de la faute de personne. Et voilà, et je crois que pas d'excuses, pas de reproches, ça a été aussi une force pour pouvoir continuer à avancer. Travailler dans le calme. C'est drôle parce que c'est ce que j'ai noté, moi, le conducteur, le credo de C. Mohamed Ouabi, pas d'excuses, pas de reproches. Ça veut dire quoi juste quand vous dites pas d'excuses, pas de reproches? La réponse juste après la pub parce qu'il est déjà 8h, il y a énormément et de messages et de questions. D'ailleurs, tout à l'heure, on donnera la parole à certains de nos auditeurs avec 2 petites questions. Il est pratiquement 8h, la pub et on revient. Merci de nous écouter sur Radio Mars, il est 8h, c'est une émission de champion du monde puisque notre invité ce matin, et c'est un plaisir vraiment, c'est Mohamed Ouabi qui nous a fait vibrer. Alors avant la pub, on parlait justement de la philosophie, de la méthode de Mohamed Ouabi, on va parler des piliers du succès. On s'était arrêté sur la discipline, le mental, le credo de Si Mohamed Ouabi, pas d'excuses, pas de reproches, ça veut dire quoi quand on dit ça? Déjà, après la CAN, hein. Oui, bien sûr, déjà. Ouais, et bien avant aussi. Hein. C'est ce qu'on vraiment depuis le début. Depuis le début, déjà ça passe par moi-même. Pas d'excuses. Ouais, on a joué sans lui, sans un tel, sans un tel. La pelouse, l'arbitre, tout ça, voilà. Et on a eu beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, même à l'UNAF. On n'a jamais trouvé d'excuses. Et je me rappelle d'un message, c'était à l'UNAF, je pense. On était en train de faire la sélection et puis il y a eu beaucoup de désistements, beaucoup de clubs qui refusaient. Et chaque fois que je mettais tel joueur vient pas,
Et à chaque fois, un du staff qui disait pas grave, frère. Ouais. Et un tel va venir. Et c'était comme ça. Et Mais est-ce que vous trouvez pas qu'il y avait une forme d'injustice parce qu'on vous a certains en tout cas vous ont beaucoup critiqué, il y avait de grosses polémiques à l'époque. Est-ce que vous trouvez bien que c'était injustifié parce qu'il y avait à chaque fois soit des blessés, soit des... Ça avait commencé, excusez-moi, mais juste après justement cet échec à l'UNAF pour la qualification à 2023. À la CAN en 2023. Comment vous l'avez vécu sur un plan personnel? C'est un traumatisme en fait. Parce que vous voulez faire les choses bien. Non, parce qu'on se dit... Non, c'est un traumatisme. C'est donc la non-qualification. Pas ce que les gens disent. La non-qualification. Moi, je parle vraiment que de la non-qualification. Parce que vous savez, quand vous êtes entouré de gens avec qui vous travaillez, qui vous connaissent, des gens de Belgique, ma famille, etc., et qui vous voient travailler tous les jours et qui vous... voilà, c'est des ondes positives. Et moi, je reste avec ces ondes positives, sincèrement. Donc vous avez fait abstraction de vraiment, toutes les critiques? Vraiment, parce qu'on m'a beaucoup dit, fermez la bouche. J'ai fermé la bouche à personne. C'est pas mon intention, sincèrement. J'ai eu tellement de gens, et moi, dans la rue, il y a des gens qui me félicitaient après la CAN. Beaucoup. Donc, moi, j'ai pas senti ça. Et c'est pour ça aussi que je regardais, j'écoutais pas trop ce qui se disait. Et mais c'était un traumatisme parce que vous savez, on parlait dernièrement aussi des moments les plus stressants depuis le début, et c'était l'UNAF. Pour moi, l'UNAF, c'était un moment où je mangeais pas beaucoup, j'étais vraiment fort stressé. Pourquoi? Parce que j'avais vécu un traumatisme en 2023. Et en 2023, il fallait un match nul. Il fallait un match nul, mais après, c'est le contexte. Pourquoi j'ai vécu ce traumatisme-là? Parce qu'on avait tout préparé. Et bien sûr qu'il y avait beaucoup d'absents, qu'on n'avait pas préparé, les joueurs qui allaient les remplacer. J'arrive avec une sélection. Mon premier stage, j'ai Bilal El Kanous, Shadi Riyad, Omar El Hilali, Raihani. J'ai tous ces joueurs-là, puis il n'y en a aucun qui joue les qualifs. Mais on n'a pas préparé les autres. Et puis, on avait tout préparé aussi. Quelqu'un qui était dans le stade de Tunisie-Algérie. Et puis, on voit le score, 4-1 à un moment, on se dit voilà, on doit en mettre 3. Donc abordage, on fait tout, on se précipite aussi. Et en fin de compte, ils égalisent. Et on sait qu'avec un match nul, on était qualifié. Et que j'avais plus les messages de la personne qui était là-bas. Donc j'étais pas au courant, je l'ai su aux arrêts de jeu que c'était match nul, qu'avec un match nul, on était qualifié. Donc c'est tout le contexte qui a fait qu'on n'a pas bien fait les choses. Et puis tout de suite, c'est se remettre en question. Qu'est-ce qu'on doit développer chez les joueurs, dans le staff, pour moi-même. Et sincèrement, ça m'a pris des jours et des jours pour préparer ça. Mais après, j'ai plus rien laissé au hasard. Vraiment, plus rien laissé au hasard. Et puis à l'UNAF, c'était difficile aussi parce que je ressentais ça. On avait tout pour se qualifier, on ne s'est pas qualifié. Et c'était des matchs un peu émotionnellement très difficiles, avant et après, pas pendant. Une fois que le match commence, ça va, mais je ne mangeais pas beaucoup, j'étais assez stressé. Et puis après, c'était franchement la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, c'était tranquille. L'aventure a commencé pour ce cru ou ce millésime 2025 lors du tournoi UNAF. Vous avez commencé très fort parce que vous avez imposé votre autorité contre l'Égypte à domicile. Remonter le score face à la Tunisie. Après, sur les 2 derniers matchs, vous êtes obligé de composer avec un groupe de circonstances parce que les joueurs qui ont été présents, les titulaires, devaient revenir dans leur club parce qu'il y avait la date FIFA qui venait de se conclure. Mais ça aussi, c'était une confiance. Confiance dans le groupe ou dans le reste du groupe? Oui, parce qu'on savait qu'on allait se qualifier avant. Et ce que j'avais dit, parce qu'on était qualifié déjà contre l'Algérie avec le match nul. Avec le but de Zabiri déjà. Oui, on était qualifié. Zabiri était à peut-être 30% de son niveau. Et puis contre la Libye, j'ai dit voilà, donnez-moi juste 10 joueurs de champ et un gardien, c'est pas grave. On va terminer premier. Mais on a montré déjà, c'est peut-être la compétition où on a le mieux joué. En termes de possession, si les gens veulent évaluer la qualité du jeu par rapport à la possession, par rapport à la maîtrise, par rapport aux occasions, par rapport au contrôle, on a été dominant pratiquement dans tous les matchs. Le match de la Tunisie, c'était un match extraordinaire, et on a été très très fort. Mais on est resté fort calme. C'est-à-dire que déjà là, on voyait déjà le travail qui a été fait depuis le début. C'est quand tu prends un but à la première minute, tu restes très calme, tu domines tout le match, et puis tu reviens au score. Contre l'Algérie aussi, on prend un but en premier, on reste très calme et on marque à la fin. Donc il n'y a pas de... Déjà là, on s'est dit, voilà, on a réussi un peu notre travail dans la gestion des émotions. Et puis voilà, c'était le début. C'était moins maîtrisé, par exemple, à la CAN. C'était moins maîtrisé par rapport à la CAN, mais vous avez beaucoup plus d'expérience que moi, je pense. Même si j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de CAN.
tous les matchs des U23, j'étais au stade. Je les ai vécus de très près. J'ai passé des heures et des heures après à discuter avec Issam Charaï sur la gestion de ces matchs-ci. Tous les matchs des U17, j'ai fait tous les matchs à Mohamedia. Et j'ai passé aussi, pas des heures et des heures, parce que je pense que on partait à la CAN et que Nabil, il venait de gagner. Et il n'y avait pas beaucoup de temps. J'ai insisté pour le voir à 1h du matin avant de partir. J'ai vraiment insisté. J'ai dit, Nabil, donne-moi 1 heure de ton temps. Et j'ai pris on un se papier. dit quoi, justement, quand tu as vu Nabil? J'étais super heureux, vraiment super heureux, parce que c'est quelqu'un qui a été mon assistant, que j'ai découvert et que j'ai appris à connaître aussi dès que je suis arrivé ici. Et vraiment, il a un staff aussi extraordinaire et avec énormément de pression. Je pense que voilà, j'étais très content. Mais ce que j'ai surtout voulu savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as géré telle situation par rapport à tout le monde. Et en fait, quand on arrive à la CAN, j'avais l'impression d'avoir vécu plusieurs CAN. Et j'avais analysé toute la CAN 2023. Et je savais qu'on devait... c'est plus difficile la CAN par rapport à la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est ce que je leur disais tout mais oui, le temps. parce qu'ils sont tous, c'est clair ce que fait l'adversaire en Coupe du Monde, c'est clair, les circuits de passe, l'organisation, les dynamiques, les conditions. Les conditions, c'est un peu plus oui, difficile. mais après les conditions étaient bonnes en Égypte, mais par rapport à vraiment l'adversaire, c'est clair. En Afrique, avec très peu, ils te font beaucoup de mal. En fait, en Afrique, moi j'ai appris très vite aussi. Désorganisation des adversaires. Mais la désorganisation. Tactiquement, mais la désorganisation. Tu peux pas l'étudier. Nous désorganise. Bien sûr. C'est ça en fait. Quand vous attaquez et que vous regardez l'adversaire et que quelqu'un vous dit ouais purée, lui il se replie pas, tu peux les tuer là. Ouais, mais ça veut dire que tu vas créer la supériorité numérique. Au moment où tu perds la balle, ils sont 4 derrière. Alors que les Européens ou les Sud-Américains, il suffit que tu te places sur eux, puis c'est tout. Voilà. C'est eux finalement qui te guident, un peu comme quand tu danses. Si tu danses avec quelqu'un qui sait danser, tu danses bien. Avec quelqu'un qui sait pas danser, voilà, c'est exactement ça. Je vous l'ai dit souvent, ça. Et sincèrement, je les découvre, je le savais avant, et donc on a... Donc la Coupe du Monde est plus facile que la CAN. En termes de maîtrise, en termes de tactique, en termes de gestion aussi, parce qu'il se passe des choses à la CAN, des imprévus, mais on les a tous maîtrisés les matchs. À la CAN, on a eu la meilleure possession dans tous les matchs, les meilleures occasions. Il n'y a personne qui nous a dominés. Le seul match où on a souffert, c'est le Nigeria. Et puis à l'arbitrage qui était très bon en Coupe du Monde. Oui, sauf si même le Brésil, je pense que c'est quand même cadeau. Ce que vous venez de dire, ça explique aussi les résultats du Maroc, qui a toujours été beaucoup plus performant en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique. Bien entendu, on ne joue pas de la même manière. Non, mais on joue pas de la même manière. Et je savais très bien comment est-ce qu'on allait jouer à la CAN. Je savais très bien comment est-ce qu'on allait jouer à la Coupe du Monde. Je le savais. Deux footballs différents. Voilà, deux contextes différents. On prend le match du Nigeria, vous avez été très solide. Il n'y avait pas de jeu à la marocaine, c'est-à-dire les Marocains sont friands de ballon. Là, vous avez laissé le ballon à l'adversaire et vous avez su préserver l'essentiel, c'est-à-dire le match nul. Est-ce que c'est un enseignement à donner à toutes les sélections nationales et aux joueurs marocains? Parce que l'essentiel, c'est de gagner, pas de se faire plaisir. Et de bien défendre. Et aujourd'hui, de bien défendre. La fondation d'une maison, c'est une défense. Vous avez été, peut-être que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des choses, des imperfections, mais défensivement, c'était une masterclass. Oui. Franchement. Sans défendre à outrance. Parce que moi, peut-être, ici, ils m'ont chambré. Lorsque j'ai dit que vous défendiez sur 3 lignes, ils me disaient non. Ils me disaient que c'est sur 3 lignes. Sur 3 lignes. Moi, j'ai vu des situations. Vous défendez sur 3 lignes. Sur la finale. C'est pas l'autobus, c'est pas le Bahreïn, par exemple, contre notre équipe A. Quand on était 6 sur la ligne arrière, c'était un reproche qu'on faisait à notre équipe en post-match, en débriefing. On disait non, on veut pas être, qu'on soit bas. En fait, c'est une animation basse. On était à 5, c'est possible, c'est normal, parce qu'on doit maîtriser toute la largeur. 5. Une animation médiane et haute, on doit être à 4. Voilà. Pas plus. Voilà. Et même, on les voit qui bougent ensemble. La ligne médiane et les attaquants, c'est un bloc dynamique. C'est un bloc, voilà. Latéralement et en profondeur aussi, et verticalement aussi. Sur la finale, tu vois le positionnement des milieux et le positionnement des attaquants, et tu sens que tout a été fait pour faire en sorte qu'à la récupération, Mahama puisse gicler. Mama ou d'autres joueurs, mais c'est vrai. En fait, moi je dis toujours... Avec une défense de zone sur le côté et un peu plus de structure sur le côté droit. Oui, mais en fait, ça dépendait un petit peu de l'adversaire aussi, là où il mettait je parle de la finale face à l'Argentine. Oui, la finale, on savait très bien. En fait, si vous revoyez bien le but,
le premier but, en tout cas le coup franc, ou l'action qui amène le coup franc, on sait que la position de notre 10, Houssem et Sadaq, elle va être super importante. Parce que comme ils sont à 5, on sait que le fait qu'il décroche un petit peu, il aspire un joueur et il crée un espace entre Othman et Zabiri. Et que cet espace, il fallait en profiter. Et Zabiri a très bien profité. Et donc c'était vraiment préparé. Et puis dans les récupérations de balles, sur le deuxième but, elle est vraiment très intéressante parce que c'est vraiment comme ça qu'on a voulu défendre. C'est-à-dire défendre en avançant. Et on n'a pas toujours bien fait, mais là on l'a très bien fait parce que c'était bloquer un côté, lorsqu'il bascule, mettre une pression pour les obliger à jouer à l'intérieur et récupérer la balle. Et c'est ce qui se passe aussi avec Naïm Bihar qui récupère la balle et qui lance tout de suite à Othman. Après ils ont décidé de la laisser à Othman en 1 contre 1. Tant pis pour eux, je l'aurais jamais fait. Et puis mais moi je dis toujours que défensivement, je le dis toujours aux joueurs, je dis on ne défend pas pour défendre, à part c'est les 10 pour repartir du mieux possible. C'est pour faire mal. C'est pour ça qu'on est souvent en 4-4-2. Et repartir tout de suite. Je suis souvent en 4-4-2 parce que je veux avoir des références devant. Je veux qu'on puisse chercher des relais et faire mal à l'adversaire. Si on peut pas faire mal à l'adversaire après, ça m'intéresse pas. Est-ce que c'est pas la culture belge de Mohamed Ouabi? La Belgique a toujours joué en 4-4-2, défense en ligne. J'ai jamais. Moi, il y a que ici que j'ai commencé. Moi, je viens d'une formation Anderlecht où on a toujours été dominant. On a toujours eu les meilleurs joueurs. C'est pour ça aussi. Ouais. J'ai toujours passé toute ma formation, toutes mes années à trouver des solutions face à des blocs bas. Et il y a quelqu'un qui m'a fait, pas seulement une personne, à la DTN, qui m'a dit « Ouais, mais tu passes trop de temps à faire l'offensif dans tes entraînements. » Et c'est vrai que 80% de mes entraînements, même durant la Coupe du Monde, c'est offensif. C'est offensif. Et pourtant. Mais je savais aussi. C'est l'inverse. Mais je savais aussi qu'on pouvait. Non. Et c'est le reproche qu'on m'a fait. Et non, mais vu comment défensivement il y avait cette rigueur. C'est facile en fait. C'était des choses simples. C'était ou 4-2-4 ou 4-4-2 en fonction de la hauteur du bloc. Mais je voyais comment ils se couvraient mutuellement, comment rapidement. Ça, c'est la générosité après. Ouais. Voilà, c'était ça. Mais c'est cet esprit, en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un qui dézonait, l'autre qui venait couvrir, l'autre qui sortait, l'autre qui le couvrait derrière. Et puis les deux centraux, même. Et c'est ça aussi, les deux centraux. Et puis il y a eu, quand on a découvert celui face au Mexique, un autre central, celui assez. Massoub. Mais tu avais au fait une super profondeur du banc de touche aussi. C'est une force aussi qu'on n'avait pas eu par le passé. Avec de la polyvalence. Parce que c'est un état d'esprit. Parce que le coach, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on ne défend pas pour défendre. Parce que tu défends toujours avec dans la tête l'idée de repartir le plus vite possible et repartir tout de suite et leur faire mal en contre. C'est ça. Mais alors que la plupart des équipes, quand elles défendent, elles s'oublient. Hein. Elles défendent, elles restent derrière. Dans les dernières minutes, je comprends. Voilà. Dans les dernières minutes, on le faisait. Non, mais il y en a même pendant le match. Parce qu'il y a du temps. Il n'y a même pas de tactique en plus. À la dernière minute, c'est les joueurs qui prennent le match en main, ils défendent, etc. Mais les petits détails, je donne le seul but qu'on prend, en fait. Parce que nous, on défend d'une certaine manière, c'est que les centres ou le ballon si le joueur qui centre, il est hors de la surface, dans l'axe, on a une situation. Et quand le joueur rentre dans la surface, on doit faire du marquage individuel. Et le but qu'on prend contre la France, c'est Taha Mejni qui est un super joueur, jeune joueur, il fait pas ce qu'il faut faire, mais c'est parce qu'il n'a pas fait tous les entraînements qu'on a fait à l'époque pour défendre de cette manière, parce que déjà c'est un défenseur central, et c'est un nouveau, il n'était pas avec moi, et il laisse son homme. Et en fin de compte, quand on voit la manière dont on a défendu, sur les centres, on a été vraiment parfait. Et nos attaques aussi. C'est quand Othman Mama, il rentre dans la surface, il va long de ligne, Zabiri sait très bien que si Othman Mama, il est long de ligne, c'est la deuxième zone qu'on cherche. Et donc Zabiri, ce qu'il fait, c'est qu'il reste en deuxième zone, il attend le ballon. Avec le but contre le Brésil aussi, avec Jessim. Contre l'Argentine aussi, deuxième zone. Et voilà, et puis quand il y a une zone libre en première zone, il faut passer devant qui que ce soit. Et Jessim contre la Corée. Voilà. Et donc en fait, c'est des entraînements et des entraînements. Bien sûr qu'il y a la qualité du joueur. Sans la qualité du joueur, on ne sait rien faire. Mais c'est énormément de principes de jeu qu'on a travaillé, qu'on a montré en vidéo. J'ai une bibliothèque, je pense, de centaines de clips qui définissent un peu les principes de jeu. Et je pense que on a été récompensés lors de cette Coupe du Monde. Aussi, effectivement, il a bien dit, c'est la qualité aussi. C'est la qualité effectivement. Alors les amis, on va parler du tonnerre de Santiago dans un instant. Mais d'abord, comme il est 8h15, le compte à rebours. On est à 55 jours du premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. ديما مغرب. باقي 55 يوم ونعيش الكرة الإفريقية. كارفور لا بيل في تستاهلوا الأحسن كل يوم.
Et avec nos auditeurs, énormément de messages, de questions. C'est Mohamed Wabi, Moudrib Alami, Moudrib Ouahar, Soulou, c'est Mohamed Wabi Al-Lakan. Alors justement, on va laisser nos auditeurs poser des questions tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les moments clés, cette épopée exceptionnelle. D'abord, le groupe de la mort. Est-ce que vous en avez parlé avec vos joueurs ou pas? Le fait d'avoir la phase de groupe et Brésil et Espagne. Et Mexique, champion de la CONCACAF. Oui, on avait les trois champions. Les trois champions. Mais ce qu'on leur a dit dès le départ, c'est c'est pour ça qu'on est venu à la Coupe du Monde, c'est pour pouvoir jouer ces matchs-là. Oui. Il n'y avait pas de crainte, il y avait pas. C'est dommage quand même, le groupe de la mort. On aurait préféré un autre groupe. Non, vraiment. Moi, ça m'a en tout cas moi, ce qui m'a marqué, c'est le sélectionneur espagnol, le sélectionneur brésilien lors du tirage au sort. Ouais. Ils étaient devant moi. C'était panique. Et quand le Maroc est sorti, j'ai vu l'entraîneur brésilien et espagnol qui sont retournés, ils ont fait. Ah ouais, ils étaient déçus quoi ça. On était dans le pot 4, donc c'est clair qu'ils s'imaginaient peut-être C'était le plus mauvais pot 4 qu'ils pouvaient avoir. Mais c'était, et c'est important de le dire aussi. Ça veut dire qu'on a changé de statut aux yeux de Brésiliens, d'Espagnols. Ils ont peur maintenant de tomber. Ouais. Après, il faut assumer, il faut le montrer sur le terrain. Mais c'est clair que maintenant, personne ne veut affronter le Maroc. Et c'est une force, c'est aussi le travail qui a été fait avant, durant de nombreuses années, et puis le parcours des Jeux Olympiques, le parcours de la Coupe du Monde 2022, ça nous a aidé aussi à se faire respecter. Ouais. Franchement, vous n'aurez pas espéré un autre groupe avant la Coupe du Monde, franchement. Si vous me dites au départ, oui, mais bien entendu, je n'aurais pas dit Brésil-Espagne, après quand il est là, il est là. Ouais. Mais je l'ai toujours dit en fait, comme pour les blessures, je dis, il y aura toujours des blessures. Quelqu'un me dit, j'espère qu'il n'y en aura pas. Il y en aura. Parce qu'en fait, ça m'est toujours arrivé. Et les tirages au sort, j'ai vécu ça à Anderlecht, où on a fait des gros tournois internationaux, et j'avais toujours des tirages au sort impressionnants. Je me rappelle le premier gros tournoi international que je joue à Amsterdam, la poule, c'était Bayern, Benfica et Barcelone. Ah ouais. Et on gagne, on est premier de la poule et en fait j'ai ce souvenir là et je me dis moi j'ai jamais de réussite à ce niveau là mais alhamdoulilah j'en ai après donc tant pis ce qui viennent Donc le groupe de la mort avec les deux premières victoires qui étaient déjà exceptionnelles, ensuite il y a eu la petite défaite face au Mexique. Après les deux victoires, est-ce qu'on commençait à croire au sein de l'équipe nationale qu'on pouvait aller jusqu'au bout, le fait d'avoir gagné face à Après c'est toujours une question d'humilité et de confiance et la confiance quand vous gagnez la confiance elle grandit, mais l'humilité diminue, donc moi j'ai essayé de trouver l'équilibre aussi, leur faire comprendre voilà. Et le Mexique j'étais très exigeant, très sévère. C'est là où j'ai eu un coaching pas agressif, mais plus agressif que les autres matchs. Parce que je savais que c'était... Que si les joueurs allaient chercher cette victoire, même si on avait changé pour la plupart des joueurs... 9 joueurs sur 11. Voilà, c'était montrer aussi qu'on est là, qu'on veut gagner, même si on est déjà qualifié. C'est pour ça que j'étais déçu après. Mais est-ce que cette défaite nous a pas fait du bien finalement, un mal pour un bien, pour nous Je sais pas. Moi, j'ai pas besoin. Je suis pas du genre à vouloir me dire qu'on apprend dans la défaite. Sincèrement, je suis assez. J'essaye. J'attends pas la défaite pour apprendre, pour remettre en question. Franchement, moi, je trouvais qu'il y en avait certains qui disaient il fallait qu'on joue pour qu'il y ait des joueurs encore des matchs dans les pieds, mais le fait que vous ayez changé, je pense que c'est très bien pour soulager les joueurs aussi. Ça, c'est pour la gestion de toute la compétition, non? Aussi, le fait je le fais tout le temps. À la CAN, le 3e match de poule contre la Tunisie, on n'est pas encore qualifié. Je change 5 joueurs. Donc déjà, Oui, je me projette. Je sais qu'on va se qualifier et je me projette aussi. Il y a certains joueurs qui avaient besoin de souffler. Et si un joueur a besoin de souffler, je l'ai toujours fait. D'ailleurs, ce match nous a fait, entre guillemets, il nous a fait mal parce que l'arrière droit a pris un carton. Mamar a pris un carton qui. Ce que je lui ai dit, Zohani, il n'a même pas pris de carton parce que c'est lui qui prend tous les cartons. J'ai Ali Mamar qui est une référence chez nous de discipline. Il sourit tout le sourire. Moi, pour moi, c'est le genre idéal. Si vous apprenez à le connaître, c'est un garçon formidable et apprécié par tout le monde. Mais justement, c'est ça en fait. C'est une question aussi. Est-ce que votre choix des joueurs aussi, c'est par rapport à leur esprit? Est-ce que ça vous arrive d'écarter des joueurs qui peuvent vous polluer? Ouais. Ça m'est arrivé. Je l'ai fait avec beaucoup de joueurs et des bons joueurs. Et les joueurs l'ont vu aussi, même dans les matchs. Qui pollue l'atmosphère, je le prends pas. Quelqu'un qui pense qu'à lui, qui veut pas faire les efforts. Et il y a eu des joueurs qui ont un certain nom et qui ont de la qualité, à qui j'ai même voulu renvoyer chez eux après un match amical. Et ça oui, parce que c'était l'équipe. Et je pense que là, les joueurs l'ont compris aussi. Quand on parle de méritocratie, il faut aussi par les actes le montrer. Et chaque joueur, vous savez, il y a des joueurs qui n'étaient pas sûrs de... Il y a eu des appels de certains joueurs, si je vous cite les noms, vous n'allez pas me croire, qui se demandaient s'ils allaient être sélectionnés. Les Abiri, le Othman Mama,
Ah, même eux, ils avaient un doute. Ouais. C'est bien, bravo. Oui, parce super. qu'il y a un petit pas un clash, mais il y a eu une petite attitude que je n'ai pas aimée lors de la dernière date FIFA avec Zabiri. J'étais très, très sévère avec lui, avec Othman Mama aussi auparavant. Je pense que c'est ça qui a fait que ils se remettent en question. Ouais, je pense. Mais c'est des jeunes, il faut l'accepter. Et ceux qui n'ont pas été repris aujourd'hui pour ces raisons-là, il faut pas les diaboliser. Ils vont apprendre, ils vont grandir. Et j'ai eu des messages de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, à qui j'ai... Voilà, c'est comme ça. Mais pas d'état d'âme. Non, bravo, c'est ça. Je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que des fois, quand on commence à faire entrer l'affect, non, c'est pas... on est mort. Ouais. On ne prend pas un joueur parce qu'il a réussi quelque chose avec comme nous disait Raymond DeVos, qui est belge d'ailleurs. Sévère mais juste. Sévère mais juste. Sévère mais juste. Ouais, voilà, donc et ça c'est une leçon que tu nous as donnée, c'est-à-dire tu peux être qui tu veux, mais d'abord c'est l'esprit. Si tu viens pour pourrir l'atmosphère et tirer la nappe vers toi, tu peux dribbler je pense que le président de la fédération l'a rappelé pour les U17. Si vous venez en colonie de vacances ou dans un gang... Vous n'avez rien à faire dans ce groupe. Il est revenu aussi sur l'état d'esprit et l'humilité. Ouais, l'esprit, c'était ça. Faut le temps parce que faut apprendre à connaître les joueurs dans toutes les circonstances. Tant que vous l'avez pas vu dans toutes les circonstances, vous pouvez pas le connaître vraiment. Un joueur qui joue tout le temps, vous savez pas savoir ce qu'il pense quand il est sur le banc, etc. Et le fait d'avoir autant tourné, le fait d'avoir donné du temps de jeu à tout le monde. Beaucoup me disaient non, il faut que tu aies ton groupe, il faut que tu travailles les automatismes. Mais je sais pas qui jouerai. Si je sais pas qui jouerai, à qui je vais travailler. Et le fait maintenant que vous ayez un cocon, le complexe Mohamed VI, ça aide énormément aussi. Par le passé, on était obligé d'aller faire des concentrations, de se réunir quelque part. Mais là, c'est-à-dire que les conditions le permettent aussi. Oui, après, je ne suis pas quelqu'un qui... je vous donne un exemple, c'est quand on a été en Égypte, on n'a vraiment pas pris le meilleur des hôtels. On a pris un hôtel très fonctionnel, où on était tout près des terrains, tout près du stade, petit, propre. On voyait les touches de peinture juste au moment où on est arrivé, mais vraiment pas exceptionnel. Mais c'est ce qu'on recherchait, quelque chose de très simple en fait. Des fois, ce qu'il faut, c'est pas bien trop le luxe pour les jeunes. Mais maintenant, ce qu'on a à Mora, ça nous permet vraiment d'avoir toutes les conditions. Il est surtout fonctionnel plus que beau. Oui, il est beau, très bien, mais voilà. C'est cette facilité, c'est ces conditions qui permettent. Voilà, t'as pas à chercher les ballons, t'as pas à chercher les maillots, quoi. Oui, c'est clair qu'on a atteint un cap maintenant. Il faut reconnaître aussi le travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Alors, pour ce qui est du groupe, là, tout à l'heure vous parliez de justement, moi je fais pas de distinguo entre le binational et le joueur du cru. Vous avez fait quand même quelque chose pour amalgamer les deux mentalités, les deux groupes. En fait, parfois, des fois, moi, je me souviens d'une équipe nationale. Je me souviens lorsqu'on a... Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai que Lino n'a pas beaucoup parlé. Quand on allait en équipe nationale et on les voyait en concentration à Marrakech, il y avait les francophones d'un côté, les botolistes de l'autre, et les néerlandais et les belges de l'autre. Et donc, ça rendait fou. Et ça parlait trois langues différentes. Et ça te rendait fou. Et moi, ça me rendait fou. Tu sais bien. Lino, il se retournait vers moi, il me dit, mais c'est pas possible, c'est pas une équipe, ça. Ils font même pas une partie de cartes ensemble, ils ne jouent jamais ensemble, même au baby-foot. Ils jouent pas au baby-foot ensemble. Mais c'est naturel. Ou au ping-pong. Ouais, ce sont des mentalités différentes. Ils sont formatés d'une certaine façon. Est-ce que vous avez senti ça parfois? Oui, et qu'est-ce que vous avez fait pour les rapprocher? Oui, on n'a rien laissé au hasard. Quelle est la langue avec laquelle il parle le plus? Darija? Darija est français et c'est bien parce que c'est Saad El Haddad qui vient d'Italie, qui connaît des mots en français, et c'est toujours marrant. Et... Non, mais c'est sûr. En fait, j'ai pris sur moi après cette première expérience négative et c'est clair que c'était l'un des points les plus importants. C'est-à-dire que nous, par exemple, à table, ils ne s'asseyaient pas avec qui ils voulaient. C'est qu'on avait tout le temps, tous les stages, des photos avec les joueurs, et Bagui qui s'occupait de ça. Après chaque repas, ils mélangeaient chaque fois pour qu'ils soient... On les oblige à se mélanger, on les oblige à parler ensemble dans les chambres. C'est vous qui choisissez les chambres? C'est Bagui les chambres aussi. On l'a pas tout le temps fait. Par exemple, à la Coupe du Monde, on l'a pas fait, mais ça nous arrivait de le faire souvent. Et puis pas de téléphone à table. Et puis quand on fait un rondo, quand on fait un exercice sur le terrain, on fait en sorte aussi de mélanger les joueurs. On a tout fait en sorte pour les obliger un petit peu à se mélanger. Et puis j'ai eu des reproches. J'ai eu des critiques, pas des critiques, mais des reproches des joueurs. Ouais, coach, mais on a 20 ans, et puis à table, on peut pas s'asseoir, etc. Je dis rien du tout. Et puis, ils sont à l'entraînement, par exemple, on les laisse rentrer sur le terrain, et ils font leur rondo, stop. Et je dis, voilà, Casa, la Belgique, l'Espagne, venez encore me demander si on va arrêter ou pas. Tant que vous le faites pas naturellement, on continuera à faire ça. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est qu'ils le fassent naturellement.
Et c'est normal là aussi, c'est naturel. Les affinités. Et puis voir 2 joueurs, sincèrement ça c'est impressionnant. De voir 2 joueurs, je me rappelle c'était à la CAN, c'était Adem Boyar qui parle que espagnol et Rif Chelha. Et Mekawi du FUS qui parle qu'arabe et un peu français. Donc ils ne savaient pas parler. Et les voir tout le temps ensemble, tout le temps en train de rigoler, tout le temps en train de se raconter des histoires. Je disais à Jamel, à mon staff, je dis voilà, on est en train de réussir quelque chose de bien et c'est ce qui va nous faire gagner plus tard. Ouais. Justement, vous avez parlé, on a eu un débat parce que j'ai vu la solidarité entre les gardiens de but. C'est-à-dire que quand on perd notre premier gardien sur blessure face à la France, deuxième gardien qui rentre et l'autre gardien qui est même blessé, il reste en train de l'encourager. Et quand tu fais le troisième changement, le changement pour les pénaltys, le gardien, quand sort Gomis, il est content. Enfin, il tire pas la gueule. Et il n'était pas au courant. Ah, il n'était pas au courant en plus. Ouais. Tu vois, et ça y est, il était dans l'esprit. On se rappelle, il y a un an, un gardien qui refusait de sortir pour faire les pénaltys. Et là, il sortait. À Chelsea. Voilà. Voilà, donc bravo. Et c'est cet esprit-là qui m'avait marqué. Après, j'ai appris que le gardien, qu'il y avait 2 gardiens qui étaient dans la même chambre. Et sans que... C'est pas nous qui avons fait les chambres. C'est-à-dire que les 2 gardiens, Yanis et Gomis, étaient dans la même chambre. Mais ils étaient inséparables, c'est pas qu'ils étaient dans la même chambre, ils étaient inséparables. Ils étaient au buffet, on les voyait l'un à côté de l'autre, en plus comme ils sont grands. Et c'était naturel, alors qu'il y avait une certaine concurrence au début. Oui, Yanis n'était pas forcément premier gardien. C'est énorme. C'est les Méditerranéens aussi, hein. Un Monaco, un Marseille. Donc... Mais je disais au président, parce que le président c'est normal. PSG, je sais pas. C'est énorme pour moi, j'étais hyper content pour l'esprit. Ça, pour moi, c'est le must. Mais parce que je disais au président qui me demandait des nouvelles par rapport à Yanis, et je disais... Oh, président, il va pas jouer. On était la veille du match, il boitait, on sortait pour aller à l'entraînement. J'ai dit, président, on a beau vous dire ce que vous voulez, il est en train de boiter devant moi, il va pas jouer. Mais c'est pas grave. Ibrahim est prêt, c'est un signe, c'est un signe de Dieu, parce que ils sont ensemble, il a toujours protégé Yanis. Ibrahim a toujours protégé Yanis, il l'a toujours encouragé, il a toujours été auprès de lui. Mais c'est maintenant, c'est à son tour, il va nous faire gagner la Coupe du Monde. Et je le pensais vraiment. Et ce que j'ai dit aux joueurs, c'est un signe, c'est tout ce que tu as fait de bien, tu es récompensé maintenant pour pouvoir jouer cette finale. Et voilà, il a fait une finale extraordinaire. Justement, sur ce changement des gardiens de but pour les pénaltys. Racontez-nous comment un petit peu ça s'est passé. Alors ça sera juste après la pub, si Mohamed Ouabi, c'est hyper intéressant. Pardon, il y a énormément de messages. La pub, et on revient. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. Merci
amis, merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est 8h32 et c'est un plaisir évidemment d'avoir comme invité ce matin Si Mohamed Ouebi. Alors évidemment, on va parler des moments clés de cette Coupe du Monde et puis évidemment le triomphe, la cérémonie, le retour. Mais d'abord, Hicham Khalifi, avant la pub, on parlait des gardiens. Et ouais, sont des gardiens les deux de dans but, la même parce chambre. que comme je l'ai dit, c'est rare dans un match. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais, c'est la corporation. La C'est corporation. là. Tu as dit que tu étais un ancien gardien, que tu as joué au WAC, que c'est Zaki qui a foutu ta carrière en l'air. Et qui a découvert Bono surtout. J'ai découvert Bono. Tu étais barré par Zaki. Non, pas barré. Zaki lui a dit va poursuivre faire tes autre chose. études. Va faire autre chose. Continue Tu vas tes jamais prendre ma études, c'est place. mieux. Non, parce que c'est une grande première pour moi dans l'histoire de foot qu'il y ait 3 gardiens de but qui jouent un match. Ça, c'est une première mondiale. Première mondiale. C'est jamais dans l'histoire du football que 3 gardiens se relaient dans un match. C'est très rare, très rare. Prévu, hein. Voilà. Et déjà bravo déjà parce que la qualité des gardiens de but, ce que je dis toujours. Le banc du touche et cette histoire justement la décision, comment cette décision a été prise pour qu'on fasse rentrer le 3e gardien pour les tirs au but. Mais on a commencé à travailler assez tôt déjà les tirs au but après chaque séance, qu'on n'aime pas trop quand on les laisse un peu sans. Tout ce qu'on fait sur le terrain, ça doit nous apporter quelque chose, même si c'est fun. Et donc on a commencé très tôt à faire les tirs au but. Et les tirs au but, c'était avec des amendes. Donc s'ils rataient, ils devaient décider où est-ce qu'ils allaient tirer, le dire au coach. Et s'ils ne tiraient pas au bon endroit ou s'ils rataient, ils devaient payer l'amende. Et on a beaucoup de joueurs qui ont payé beaucoup, mais qui ont eu le cran aussi. C'est important pour nous de savoir celui qui ose, et même s'il a déjà une grosse amende, il continue encore à vouloir tirer les pénaltys. Et voilà. Et puis, on parlait de la panenka de Zabiri quand même, il faut le faire. Il l'avait dit. Mais c'est intelligent. Il avait dit qu'il allait Il l'avait fait à l'entraînement. Non, j'ai pas vu, j'ai pas suivi, j'ai laissé vraiment mon staff gérer ça. Sur le premier péno qu'il a tiré sur le match, et non, il l'a placé. Il a croisé. Il l'a placé. Enfin, la séance. Non, mais c'est intelligent de sa part. C'est vraiment intelligent de sa part parce que moi, ça me rappelle toujours le penalty de Zinedine Zidane. Ouais. Quand il dit que le gardien me connaît et il sait que je tire fort, placé, et donc s'il veut l'arrêter, sa seule chance c'est de plonger avant. Et ben Zabiri, c'est la même chose. Comme son premier penalty, il l'a tiré très fort, placé. Le gardien adverse, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, je vais devoir anticiper, sinon je vais pas l'avoir. Et donc il savait que le gardien allait plonger, et donc il fait la panenka. Même s'il voulait la faire déjà depuis, pas avant le match, il m'avait dit ça avant, il m'a dit ouais coach, c'est un penalty en Coupe du Monde, je fais une panenka. Parce qu'il avait, je vous dis ça parce qu'il avait raté un penalty contre les États-Unis en match amical quand on perd 4-1, à 2-1, on a un penalty pour nous, mais j'étais vraiment pas fâché sur lui parce qu'il avait pas une bonne attitude, il râlait un petit peu, et puis il a penalty pour lui et il rate le penalty, il tire à côté. Ouais. Et mais vous lui dites quoi quand il vous dit en Coupe du Monde je vais faire une panenka, vous en tant que coach? Reste calme. Reste calme. Je fais pas le show. Je pense. Et puis après, après toutes ces séances de penalty, Abdelillah Bagui, qui est l'entraîneur de gardien, qui est celui qui était avec moi depuis le début, vient chez moi et me dit coach, je pense que si on arrive au tir au but, c'est qu'on a la possibilité, il faut faire entrer Mesbahi. Je dis t'es sûr, c'est celui qui peut. Il dit ouais, il est assez explosif, il est assez il dégage quelque chose, il peut faire la différence. Je dis ok, très bien, ça reste dans un coin de ma tête. Et puis après il y a les joueurs qui viennent, Hossem et Sadak et Zabiri, qui viennent me parler avant le match et ils me disent ouais, coach, on doit te parler. Je me dis qu'est-ce qu'ils vont encore me demander, et ils me disent ouais, c'est pour Mesbahi, on pense que il peut vraiment nous aider sur les tirs au but. Cette implication. Et je dis ok, très bien, vous le sentez vraiment? Mais moi je lui ai pas dit que Bagui m'en a parlé avant. Je dis vous le sentez vraiment? Vous êtes sûr? Vous dites ça parce que c'est votre ami ou parce que non coach, vraiment le sûr? Ok, très bien, je garde ça dans un coin de ma tête. Et à un moment j'allais faire les 4 changements en prolongation, et là il y a quelqu'un qui vient et qui me dit coach, un de mon staff, le gardien, j'ai purée, vous pensez vraiment que je pense au gardien? Moi j'ai envie de gagner le match avant. Et puis je vois les 4 là, et ça s'est joué vraiment en très peu de temps, et je vois le petit Anas Tajawar d'Anderlecht qui est formidable, et je le regarde et je dis Anas, je lui fais un signe en lui disant viens, désolé mais on va faire changer de gardien. Et il me dit non, pas grave coach. Et tout de suite après, il était là à supporter tout le monde, etc. Il a accepté la situation. Et puis voilà, ça s'est fait. Et donc tu avais projeté en fait cette séance? Non. J'avais préparé, mais je pensais qu'on allait gagner avant. Est-ce que le match de l'équipe de France c'était le plus compliqué? Parce que juste avant il y a eu oui, c'est le plus compliqué. Les États-Unis quand même, on craignait les USA parce que c'était un des favoris. Mais c'était la clé pour la finale, c'était de se dire on a des matchs références. Et le match qu'on ne doit pas prendre comme référence, c'était la France. Et nos matchs références, c'est le Brésil, l'Espagne et les États-Unis. Si on veut gagner cette finale, ça doit être nos matchs références. La France, vous êtes trop enflammés. En fait, on n'a pas décidé d'aller les chercher haut.
Je veux dire, le mérite revient aussi aux joueurs. Ils ont fait de l'autogestion sur ce moment. Non, mais ils l'ont dit avant. Et moi, je l'ai accepté. C'est qu'avant même de sortir sur le terrain, dans le vestiaire, le dernier mot du capitaine, qui était Othman, je ne sais plus qui c'était, mais c'est Othman qui a parlé. C'est Othman qui a parlé et qui dit les amis, pendant les 15 minutes, on les agresse. Parce que quand on les agresse, ils font des erreurs. 15 minutes, les amis, on les agresse très haut, etc. Je dis ok, les amis, on y va. Si vous voulez le faire, on le fait. Et puis on le fait, mais le problème c'est que dépasse les 15 minutes. Et c'est là où tu dis à Zabiri il aime bien presser. Je dis Yassir, ouais, mais on peut aller récupérer des ballons, mais à chaque fois qu'ils ont été dangereux, c'est quand il y a un décalage qui est fait. Je dis, on peut pas le faire tout le temps. Et donc on a dû les calmer à la mi-temps, leur dire qu'ils restaient calmes. Et donc voilà, c'était un peu le match où on était. Non, mais juste par rapport à ce match sur les pénaltys. C'est aussi le match où on a eu un très gros passage à vide. Oui, à un moment. Pendant les 30 premières minutes de la deuxième Tu as mi-temps. coupé la parole à Dounia, je sais pas si tu as vu, en passant. Ça s'appelle la possession. Oui. Attention à la récupération. Attention à la récupération, mon cher ami. Moi, je dirais attention au carton, là. Ah bah oui. Ça pique les contre-attaques. Non, mais parce que je voulais vous poser la question par rapport à ce match face à la France. On avait l'impression que vous avez tardé pour effectuer vos changements. Parce que les changements ont été faits, il me semble, à la deuxième période des prolongations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que c'est le feeling. Ça, c'est le feeling. Et des fois, on se trompe. Il faut le reconnaître. En finale de Coupe du Monde, j'ai fait des changements. En finale de Coupe d'Afrique, j'ai fait des changements très rapidement. Ça n'a pas porté ses fruits. J'ai mis beaucoup de fraîcheur, ça n'a pas porté ses fruits. Et les joueurs qu'il fallait changer là, c'était les 3 attaquants. On ne pouvait pas changer la défense. On ne pouvait pas changer les milieux de terrain. Ils étaient bien. J'avais sorti Houssem et Sadak. Parce que c'est le seul que j'ai sorti plus tôt. Parce que comme il revenait d'une blessure, je ne voulais pas qu'il se claque. Et les autres joueurs offensifs m'ont dit coach, non, vous inquiétez pas, on va faire le job, Ils voulaient vraiment. Et en fait, quand on voit leur première mi-temps de prolongation à Jessim et à Othman Mama, comment ils ont été efficaces, comment ils ont porté le danger. Othman s'est créé encore 2 occasions. Donc voilà, c'était une bonne décision. Mais je sentais, et Jessim m'avait dit, je vais tout donner, je vais sortir, s'il faut, je vais donner ma vie sur le terrain. Et la manière dont il est sorti, et c'est ça qu'on explique aussi aux joueurs, c'est pas une question de fatigue, c'est une question d'être à 200%, et c'est l'énergie, la tête qui vous donne l'énergie supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils étaient fatigués, mais ils donnaient encore plus. Et on vous le voit dans les datas. Fatigués, ils ont donné encore plus. Et donc là, c'est un choix que j'ai fait. Et puis après, une fois que j'ai vu qu'ils n'en pouvaient plus, j'ai sorti ceux qui n'en avaient pas tiré. Zabiri, je le gardais parce que je savais qu'on est passé à 2. En fait, le fait qu'ils ont eu un carton rouge, ça m'a aidé aussi de passer avec 2 attaquants, de faire rentrer Ilyes Boumessaoudi, de faire rentrer Amoni qui avait fait des bons pénaltys lors des séances d'entraînement. Younes Braoui qui tire bien les pénaltys. Là, j'ai fait rentrer les joueurs qui allaient peut-être nous faire gagner le match avant ou tirer les pénaltys. Alors, pour revenir sur la demi-finale face à la France, 30 minutes en appelé en deuxième mi-temps. Entre le début de la deuxième mi-temps et quasiment le dernier quart d'heure, on a eu des moments compliqués. Et pourtant, vous n'avez rien changé. Mais tu joues contre la France. Ouais, mais laissez-moi poser la question. Non, mais je vais répondre. Il faut poser la question. On a l'Espagne ou le Brésil. Mais justement, on finit sur un gros... La question, c'est qu'on finit sans changement sur un très gros temps fort sur le dernier quart d'heure. Comment expliquer ce déphasage entre une équipe en difficulté et le même groupe qui finit beaucoup plus fort? Parce que je pense que les changements de l'équipe de France ont porté leurs fruits aussi. Ils ont vraiment voulu nous poser des problèmes, surtout de notre côté droit. Il est droit là. À droite et à gauche. Ils nous ont bien étudié. Voilà. Et puis il faut reconnaître aussi, c'est Taha Mejni, était un défenseur central. Donc quand Koutoun n'est pas là, j'ai pas de remplaçant pour Ali Mamar, mais j'ai déjà testé Taha Mejni contre Touerga juste avant la CAN. 18 ans le gamin. Et voilà, on a fêté ses 18 ans là-bas aussi. 18 ans le gamin. Mais il a été aidé et je voyais aussi une petite anecdote, c'est la générosité de Naïm Biar et de Othman Mama de son côté qui disait coach, on va l'encourager, vous inquiétez pas, on va pas laisser seul. Et juste en parler, c'est beaucoup d'émotions. Et puis voilà, ils ont forcé de ce côté-là. Et donc voilà, on savait très bien qu'on allait tenir et qu'il fallait laisser passer cet orage-là et revenir à la base. Revenir à la base, c'était redevenir compact. La France a tenté le tout pour le tout aussi. Ils ont pris des risques, il y avait des déséquilibres. Et le problème dans ce déséquilibre qu'il y avait, c'est que les Français nous posaient des problèmes, mais nous, dans notre tête, les joueurs offensifs se disaient « Purée, il y a moyen de faire mal encore. Il y a moyen de faire mal encore. » Et donc, il ne faut pas les replier comme il faut. Et puis, quand le match avance, eux commencent à aussi se satisfaire du match nul. Pas satisfaire, mais ils ne veulent plus prendre de risques. On a fait match nul, on ne va pas prendre de risques.
Donc ça s'est équilibré un petit peu et là on a pu... Après, ils ont mis beaucoup d'intensité et après ils baissaient. Et ils ont grandi aussi. Hein. Le Japon leur a fait beaucoup de mal et j'avais dit aussi avant le match. Ils avaient mal débuté quand même la France. Oui, parce que c'est une nouvelle équipe aussi. Ils avaient de bons joueurs, c'était une nouvelle équipe et ils ont pris une claque contre les États-Unis. Et puis leur match contre le Japon, qui était un match très difficile, parce que pour moi le Japon faisait partie des favoris, le fait de l'avoir gagné, on a senti vraiment ce groupe qui avait grandi collectivement. Et contre nous, c'était vraiment le match contre nous où on a senti un vrai collectif. Et pour les pénaltys, moi ça m'intéresse parce qu'il y a une forte tension là. Est-ce qu'il y a des joueurs qui se proposent ou c'est toi qui désignes? Non, c'est les joueurs qui se proposent. C'est les joueurs qui se proposent. Et puis l'ordre c'était difficile parce que j'ai senti quand même deuxième, troisième, quatrième, stop, j'ai dû calmer tout le monde, stop, on a besoin d'un premier, qui, deuxième, qui, et puis quand il y en avait 2 ou 3 qui voulaient, je laissais les choses, j'insistais pas, je dis arrangez-vous entre vous, je voulais pas insister, je voulais que ce soit leur décision à eux, et puis voilà, et puis c'était... Et la deuxième, juste, c'est celle, moi j'ai dit waouh, face à l'Argentine. Tu as 2 super milieux de terrain, Khalifi et Biar, qui ont été extraordinaires en termes de récupération, en termes de couverture. Et Houssem, on savait qu'il revenait de blessures, ça il faut le rappeler. Houssem Sadr, il revient de blessures. Et d'ailleurs, tu l'as remplacé plusieurs fois dans le match, il finit ça. Tu le gardes face en finale, face à l'Argentine. Tu le fais reculer, tu fais rentrer Haddad et tu sors un Khalifi. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu croyais que d'aller marquer un troisième? Non, c'était prévu. C'était prévu. Le changement était prévu, mais je voulais plus faire sortir Houssem. Je savais que de toute façon, il n'y avait plus de risques. Après, il n'y avait plus de match, donc il n'y avait plus de gestion de Houssem et Sadr. Et il m'avait dit qu'il se sentait encore capable contre la France. Il fallait juste qu'il recule un petit peu. Mais on sait que Houssem est quelqu'un d'important aussi, de par son caractère et son leadership. Et donc, je voulais le garder parce que dans un match comme ça, c'est important de garder beaucoup de joueurs avec de caractère. Et donc, j'ai fait un choix. J'ai sorti Khalifi parce que Naïm Biar était un extraterrestre, mais Khalifi faisait un bon match. Oui. Mais je voulais faire rentrer Houssem et Sadr parce que je voulais les bloquer à la source. Ouais. C'est-à-dire pour moi, les deux, c'est la source. C'est être agressif à la source. Tu as gardé un triangle inversé, c'est-à-dire... Non, j'ai gardé le 4-4-2. La seule chose, c'était quand on était beaucoup plus bas, Haddad devait venir défendre en perte de balle. Hein. Je parle du système en perte de balle. 4-4-2 et Haddad, Saad devait redescendre un peu lorsqu'on était en bloc bas. Mais je voulais qu'à la source, il agresse les joueurs, les défenseurs centraux qui allaient donner les ballons. Et ça, c'était un choix difficile, mais c'était apporter de la fraîcheur, mais on avait besoin de Houssem. Alors, on va parler justement de ce triomphe, la finale, la gestion de cette finale. Et Lino a fait une remarque, c'est sur le premier ballon. On la joue à la Paris Saint-Germain face à Inter Milan, finale de Champions League. À la manière rugby. Tu dégages directement. Je m'installe dans ta moitié de camp d'entrée. Je viens chez toi. Ouais, c'est pas moi. Bon c'est le staff. Non, c'est le staff. C'est Jamal, Ayman, l'analyse vidéo. Parce que là, on voit que c'est quoi le message? On voit que la balle. C'était tout de suite aller dans leur camp. En fait, on avait remarqué aussi. On touche chez eux. Oui, mais on avait remarqué aussi, comme contre la France, qu'on pouvait récupérer des ballons lors des touches. Il y avait beaucoup d'analyses. Jamal, Aïd Benidir et tous les analystes, Fouad, Ayman, Quentin. On avait remarqué qu'on pouvait récupérer des ballons quand il y avait des remises en touche dans leur camp. Et on avait préparé une stratégie, on savait comment on allait défendre, etc. Mettre ce ballon en touche, essayer tout de suite de récupérer un ballon et leur faire mal. En les pressant, oui. Ouais. Et donc voilà, c'était une stratégie de mon staff, c'était vraiment pas mon idée. En parlant de stratégie, vous avez changé de stratégie, ou de joueur, en tout cas de profil de joueur, au milieu de terrain entre le premier tour et les matchs à élimination directe, avec l'inclusion de Naïm Biar, qui n'a pas joué les 2 premiers matchs. Qui est rentré. Et qui est rentré, mais qui n'était pas le titulaire numéro 1. Qu'est-ce qui vous a apporté? Parce que c'est un joueur de l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Mais il n'était pas prêt. C'est un pari qu'on a fait. Il n'était pas prêt, Naïm Biar. Il a été blessé, il n'a pas eu une bonne préparation, il a été prêté à Foggia, il n'a pas beaucoup joué. Et je me rappelle encore des efforts qu'il avait fait pour aller à la CAN, et le directeur sportif de Bologne, il n'a rien voulu savoir pour qu'il puisse jouer, pour qu'il joue avec les réserves, pas avec l'équipe A. Donc il était meurtri, vraiment, et il me disait que peut-être que c'est la seule fois que je vais pouvoir vivre une CAN, et on ne sait pas ce que l'avenir va me réserver. Donc et puis je voulais lui donner cette chance. Donc comme il venait de signer à Foggia la date FIFA de septembre, je l'ai laissé à disposition de son club parce que je lui ai dit ce qu'il fallait, c'est qu'il joue et c'est qu'il s'entraîne avec son club. Et puis je l'ai pris plus tôt, une semaine plus tôt de partir au Chili. Et je lui avais dit on va faire un match amical, je vais voir ton niveau, je te promets rien du tout. Et il n'a pas été bon. Il était titulaire, il n'a pas été bon. Mais en fait on n'avait pas énormément de concurrence à ce niveau-là, mais je savais ce qu'il pouvait m'apporter. Donc j'ai été clair avec lui, j'ai dit tu n'es pas prêt, donc tu peux faire des rentrées.
25-30 minutes parce que tu as un profil qu'on n'a pas. Tu es un agresseur, tu es un pitbull, tu es C'est quelqu'un un- qui c'est sait un récupérer des porteur ballons. d'eau. C'est un Voilà. porteur d'eau. Il a Et je dit, dis, on va chercher et tout tu le peux le temps, faire au début en faisant des rentrées. Peut-être pas, peut-être tu vas faire des rentrées. Et puis en fonction du niveau que tu auras, et tu vas grandir dans la compétition, il y aura une concurrence qui s'installera. Et voilà. Et puis le fait que Houssem Essadark se blesse, qu'on le mette tout de suite, qu'on ne veut pas prendre de risque avec Houssem parce que c'était léger ce qu'il avait. On pouvait prendre le risque, il pouvait jouer avec ce qu'il avait, mais on ne voulait pas prendre de risque. Et lui, il a gagné sa place. Et à partir du moment où il a gagné sa place, je ne pouvais plus le ressortir. Mais comment s'est fait le contact initial avec Bial? Parce qu'il faut rappeler qu'il a été champion d'Europe avec l'équipe de France U17. Très naturellement, c'était lui. C'était vraiment sa volonté. C'était vraiment sa volonté de venir représenter le Maroc. On n'a même pas dû insister, j'ai même pas dû parler avec lui en fait. Vraiment. Il y a des gars à qui on a. Moi, L'Aqdem aussi, Youssef L'Aqdem, j'ai pas dû parler avec lui. Il était titulaire indiscutable en Espagne. Il est venu de lui-même. Ça, c'est aussi un travail de la fédération, mais c'est aussi l'image qu'on dégage aussi d'une fédération forte. Et ils savent pour qui ils jouent et pourquoi ils jouent aussi quand ils viennent C'est un avec projet, nous. Ils savent qu'ils On savent où ils mettent les pieds maintenant. On prend aussi Yassine Khalifi, parce que c'est le plus ancien dans votre groupe. Mais il n'était pas là à la CAN. Vous l'avez pris en 2022 aux Jeux méditerranéens, il était très jeune. Et il a sauté plusieurs dates FIFA, il n'a pas été dans plusieurs compétitions. Dont la CAN. Et là, il était pas à revient la en CAN. Coupe du Monde avec un autre état d'esprit. Super Est-ce qu'il gars a mûri comme Amr. Là, vous allez me faire pleurer, là, franchement, parce Pourquoi que je vais C'est parler de bon. Khalifi. Je vous Parce vois. que On parce le que voit à travers les photos, c'est quelqu'un. Khalifi, c'est quelqu'un qui a été déjà un cadre avec ma première génération. Il a vécu notre traumatisme, la déception, etc. Et puis son niveau, il a baissé. Et moi, j'ai toujours dit à mon équipe, depuis maintenant 2 ans et demi, je disais, je ne fais pas d'état d'âme, je ne fais pas ma sélection avec le cœur. Parce que si je le faisais avec le cœur, Khalifi serait toujours là. Parce que c'est un garçon adorable, c'est un garçon calme, Comme tous les Khalifi. qui a vécu... Khalifi, Non, Et- on a écrit notre nom de la même manière en arabe. Khalifi, oui, on écrit tous de la même Et manière en donc, arabe. voilà, elle est folle, là. Quelqu'un qui a une vie aussi particulière aussi, voilà, qui est orphelin, etc. Donc c'est quelqu'un que je portais dans mon cœur depuis le début. Mais c'était pour moi important. C'était le Qu'il soit rendement. là. Non, le Le rendement. rendement, oui, pardon. Non, pas qu'il soit là, le rendement. Le rendement. Et puis il est revenu un petit peu. Et puis il n'a pas été contre la France. Les matchs amicaux qu'on a fait, il n'a pas été bon. Donc il n'a pas été sélectionné à l'UNAF. Il n'a pas été sélectionné à la CAN. Et puis il est venu après, dans le stage d'après. Et il avait fait une bonne deuxième mi-temps. Et puis j'ai dit... Et puis il est venu en septembre et il avait fait un bon match. C'était facile, il avait joué à côté de Houssem Essadark. Le deuxième match contre les États-Unis, il a fait un bon match. Et j'avais dit, oh, alhamdoulilah, je suis super content. En fait, c'est quelque chose que j'espérais, mais je voulais rien donner. C'est-à-dire que je l'espérais au fond de moi, mais je voulais rien donner. Et puis les gens qui étaient autour de moi, le staff, le connaissaient pas de l'époque. Donc eux, ils voyaient le niveau. Et quand je parlais de lui, ils me disaient, non, coach, son niveau, il n'a pas montré. Et c'est vrai, heureusement que j'avais un staff comme ça, qui m'empêchait de penser avec mon cœur. Et puis, mais chaque match qu'ils jouaient, avant les matchs, quand on les prend dans ses bras et qu'on les souhaite bon match, j'avais toujours le même message. Je suis content de te voir et de t'avoir avec moi. Et c'était un super gars. Et il y a une des révélations lors de cette Coupe du Monde, c'est quand même Baouf. Pardon, je vous sens quand même ému. Oui, J'aimerais très. dire à nos auditeurs, quand on évoque Khalifi, Très vous avez ému. vécu tellement de choses. Il a tellement souffert aussi et j'ai tellement été pas dur juste avec lui et j'ai pas voulu donner, priver quelqu'un d'autre parce que c'était un garçon que j'aimais bien. Ça, c'est la dualité entre le cœur et La la raison. raison et sa raison. Ça, c'est dur. Je pense que c'est ça aussi, que cette méritocratie qu'on a installée, les ça, joueurs l'état ont vu d'esprit. tout ça aussi. C'est que... Ils le savent, les joueurs. Ouais. Je vous assure, ils le savent, les joueurs. Et s'ils le Tu savent fais- pas maintenant, ils le sauront un jour. Ouais, c'est ce que voilà. je dis toujours. Ouais, voilà. Non, cet esprit, c'est ça d'où naît, c'est ce que disait Lino tout à l'heure, dur mais juste. Et ça, les joueurs, quand ils savent que leur entraîneur, il ne fait pas de passe droit et que tout le monde est logé à la même enseigne, je peux t'assurer que c'est un des secrets de l'esprit. Baouf alors. Dunia. Baouf. Baouf. C'est une des révélations de cette sort Coupe d'où- du Monde il sort d'où, lui U20. Sachant que Berti, il a joué quand même avec. Il a eu pas tu mal m'engueules. de binômes en équipe nationale U20. Statistiquement, ils n'ont pas pris statistiquement à la CAN, ils n'ont pas pris de but à part la Tunisie. Ouais. Et puis il n'a pas joué la finale, ni le premier match Berti. Et à la Coupe du Monde, ils n'ont pris qu'un but dans le jeu.
Donc c'est les autres c'était sur des pénaltys. Voilà, c'est une paire très 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 intéressante. Et Baouf, c'est pas une surprise. Moi, je l'ai connu, il vient d'Anderlecht. Baouf. Il a été formé à Charleroi et puis il est arrivé à Anderlecht. Donc j'ai vu beaucoup de matchs. Et je voulais vraiment qu'il vienne avec nous parce que c'était un joueur. Je savais qu'on avait besoin de ça. Il joue comme s'il avait 30 ans. Et pour nous, c'était pas une surprise. Et c'est le seul défenseur qui s'est pas fait dribbler. Et Ali Mamar, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons. Et c'est une petite anecdote parce que il est aux Pays-Bas et quand il a signé aux Pays-Bas, parce qu'il a quitté Anderlecht, il a signé aux Pays-Bas, c'est la première chose qu'il a dit, je signe aux Pays-Bas mais je veux faire la Coupe du Monde. Et Ali Mamar qui est aussi devenu un cadre en équipe première d'Anderlecht, et c'est un club quand même assez important. Et le club nous l'a laissé parce que c'est une remarque du coach et du directeur sportif quand je les ai au téléphone avant, ils me disent franchement, on ne peut pas leur priver de Coupe du Monde. C'est des gamins adorables. Et on ne peut pas te priver de ça, toi non plus. Tu fais partie du club, tu fais partie de la famille. Et donc, je le dis parce que je suis quand même touché par ce club qui m'a fait grandir. Bien sûr, mais c'est aussi dans l'intérêt du club parce qu'il y a une question de valeur marchande. Là, il récupère des jeunes champions du monde. Forcément, oui, ça mais explose. croyez-moi, qu'est-ce qu'ils pensaient franchement qu'ils allaient être champions du monde? Il n'y a personne qui le pensait. Déjà ici, qui le pensait? Quand il l'envoie aux Coupes du Monde, c'est pour qu'ils vivent des moments. Qu'ils vivent des moments. On ne pense pas du tout à la valeur marchande. Là, c'est la classe. Indépendamment du fait qu'après le joueur prend de la valeur ou non. Là, des clubs qui se comportent comme ça, c'est chapeau. C'est pas comme le club saoudien qui lui dit aux Français reviens après ta demi-finale, après ton quart de finale, rentre. Ils ne l'ont pas pris ils l'ont pas lâché pendant le premier tour. Ils le lâchent pendant les dates FIFA, donc joue 8e, quart. Et ils le reprennent après. C'est né. Bon, parce que Anderlecht, c'est une institution. Mais j'aurais une petite question justement à propos d'Anderlecht et je sais pas si je peux me permettre une petite parenthèse sur le football belge. Qu'est-ce qui se passe à Anderlecht et à Standard de Liège? Standard, c'est. Quand je vois que c'est Saint-Gilloise, l'Union Saint-Gilloise, c'est Genk qui fait la loi, qui font la loi. Alors, Bruges, c'est le Genk à une échelle moindre. Mais Anderlecht et Standard, il y avait que surtout avant. Standard et Anderlecht, ils ont changé de propriétaire maintenant et c'est quelqu'un qui essaye de donner un nouveau souffle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Anderlecht a pris beaucoup de retard. Ça reste quand même encore le club numéro 1. Il va revenir, il va rebondir, ce club. Et le Standard de Liège? Le Standard, ça fait quand même un petit temps, hein. C'est pire encore. C'est pire. Problème financier, donc a été racheté par des clubs et ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il souffre encore plus, le Standard. Bon, moi, j'aimerais revenir sur cette finale et ce coup franc de Zebiri. Est-ce que c'était lui qui était annoncé au départ pour tirer les coups francs? Il en a mis des pareils pendant la séance d'entraînement? Parce que là, c'était à la limite de la surface de réparation. Non, il fait pas beaucoup de coups francs. Il faisait même pas beaucoup de pénalty aussi, Zabiri. Ilyas Boumessaoudi en fait beaucoup. Il les tire très très bien. Mais vous désignez des tireurs ou Oui, on désigne des tireurs. Donc Zabiri, surtout les pénalty. Mais celui qui est désigné, il n'est pas désigné pour tirer. Il est désigné pour décider. C'est-à-dire que si il veut pas tirer, il peut laisser au deuxième. Mais s'il veut tirer, il y a personne qui peut lui parler. D'accord. Ça c'est important. C'est quelque chose qu'on a mis en place aussi. Et on a même désigné ceux qui protègent le tireur. Et on voit tout de suite quelqu'un qui prend le ballon, qui protège le tireur pour qu'il se concentre quand il fait un penalty par exemple. Mais coup franc, on savait qu'il pouvait la mettre. Et puis il y a aussi le deuxième mur, le mur qui fait qu'on s'abaisse au bon moment. Donc c'est une petite dédicace aussi à notre responsable Fouad des coups de pied arrêtés offensifs. Donc ça a été travaillé quoi. Sincèrement, il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées. J'ai une anecdote sur la remise en touche contre les États-Unis qu'on marque. C'est une remise en touche longue qu'on fait avec tout est bien spécifique. Les postes, comment est-ce qu'on va jouer le ballon, comment est-ce qu'on va attaquer. Et ça, c'est pas moi. C'est vraiment, moi, je découvre comme les joueurs pendant la séance. C'est le responsable des coups de pied arrêtés, Fouad, qui le fait. Et puis, le directeur technique américain qui vient voir un de mes analystes qui me dit « Purée, on a travaillé, on a vu cette image, cette vidéo, on l'a revue, on a travaillé, on savait ce que vous alliez faire et vous nous mettez un but quand même, purée, c'est ralent. » Et c'est aussi le message que j'ai passé aux joueurs, c'est la détermination qui fait la différence. Il faut pas changer. Et moi, je veux pas changer quand on arrive en finale. Je veux pas m'inventer, je veux pas montrer que je suis un grand coach en disant je vais changer de tactique. C'est rester sur les bases, ce qu'on sait faire de mieux et insister. Merci franchement de ces éclaircissements. Parce que aller jusqu'à travailler l'entrée en touche. Le détail du détail, là. C'est ça le secret, en fait. Ouais. Franchement, moi,
j'ai jamais travaillé en entrée en touche, sauf qu'on dit tu la mets pas les trucs classiques, ne la mets pas en centre, je la le long de la ligne. Non, c'est un autre niveau. Voilà, là on est champion du monde. Ben ouais, voilà, c'est ça les éclaircissements, c'est ça le haut niveau quoi. Ouais. Vous êtes combien dans votre staff? Aujourd'hui, tout le monde travaille les touches. Hein. Ouais, beaucoup d'équipes. Oui, mais pour vous dire où est-ce qu'on va. Mais attendez, là, tu places les joueurs comme si c'était un corner maintenant. Ce qui est important aussi, c'est de donner la responsabilité au staff. Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils étaient responsables. On avait Benedir, donc qui est mon assistant. On a Fouad qui est analyste des coups de pied arrêtés offensifs. Et on a 2 analystes vidéo, Ayman qui a beaucoup travaillé au phare, qui est exceptionnel, et Quentin Govart que j'ai ramené de Belgique, que j'ai connu à Anderlecht aussi. On a le préparateur physique, Ahmed Azmi, qui est aussi... et si j'ai envie de donner un petit message aussi, parce qu'on a des cadres nationaux, on a des personnes qui ont été formées ici au Maroc d'un niveau extraordinaire. Et donc il faut aussi reconnaître qu'on a des gens de grande qualité à qui on doit donner, très compétents. Et à Ahmed Azmi, qui est préparateur physique, qui m'a soulagé dans beaucoup de choses. J'ai ramené aussi Glenn Verkotteren, le fils de l'ancienne légende, qui a joué Frankie Verkotteren, qui est aussi kiné et réathlétisation. Donc qui nous a permis de récupérer entre autres Abdelawi Jones pendant la Coupe d'Afrique, Hossem Sadar. C'est qu'il s'occupait individuellement du joueur. C'est qu'on lui donnait, tu le remets, même s'il s'entraîne 20 minutes avec moi, il doit être prêt à jouer. Et donc il va sur le terrain avec eux, il fait les soins, donc c'était incroyable. Et puis Bagui qui est là depuis le début, ça c'est le staff technique. J'ai oublié personne, il faut que j'oublie personne. Ah oui, parce que donc vous êtes une dizaine quoi. Ouais, au niveau staff technique, et puis après le staff médical, administratif, qui a fait un travail aussi extraordinaire, parce que après, vous savez, quand vous battez le Brésil ou quand vous battez la Corée, et que les joueurs ils se disent ouais coach, ils ont envie d'être sur les réseaux, parler avec leur famille, les soins demain. Et Ahmed Azmi, le préparateur physique, qui me dit coach, on doit faire les soins, il faut vraiment, ok, tu mets une amende de 400 dirhams s'ils viennent pas faire les soins. Donc on a été encore et voilà, et puis ils ont fait les soins jusqu'à 4h du matin, 5h du matin les jours de match. Donc c'est un grand coup de chapeau à tout ce staff aussi. Comment vous faites pour gérer les joueurs avec les réseaux sociaux, une génération ultra connectée? Est-ce que vous êtes du genre permissif? Pas de téléphone à table déjà. Bon, pas de téléphone à table, ça c'est une règle, mais vous êtes du genre permissif ou bien vous faites le tour des chambres pour savoir s'ils dorment ou s'ils ne dorment pas, etc. Et on dort à quelle heure? Non, il y a couvre-feu, mais ça dépend. Après les matchs, après à quelle heure on se réveille le lendemain, en général, etc. le couvre-feu, il est à quelle heure? Moi, si on se réveille assez tôt, c'est à 23h30, 23h15. Mais ça dépend. Si on se réveille un peu plus tard parce qu'on a joué, les jours de match, s'il y a les soins. Les jours de match, non. Les jours de match, c'est des soins jusqu'à 3h du matin. Ah ouais, d'accord. C'est important, c'est les massages, c'est les bains froids. Et ils ont accès au portable, à la Play, j'imagine. Ouais. On a fait aussi une petite pièce pour eux, pour qu'ils puissent jouer à la PlayStation, jouer aux cartes, mais à table, dans les réunions, pas de téléphone. Puis après, en dehors, ils sont assez grands aussi. Il y en a qui sont mariés, hein. Il y en a qui préparent déjà leur mariage. Et donc, il ne faut pas non plus... C'est une bonne chose. Je ne vais pas leur tirer leur téléphone. C'est clair. Ça passe très vite, mes amis. On va se retrouver avec Si Mohamed Ouabi après la pub pour parler notamment de l'héritage et de l'avenir. Comment capitaliser sur cette victoire. La pub et on revient.
Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des jeux et des sports. MDJS, faire gagner le sport. Merci de nous écouter sur Radio Mars. Il est déjà 9h et c'est une émission Champion du Monde avec notre coach, c'est Mohamed Daouebi. Alors, la dernière partie, la quatrième et dernière partie sera consacrée évidemment à l'avenir. On va en parler dans un instant. Quelle place pour ces joueurs, pour si Mohamed Daouebi dans notre football senior, je parle des seniors. Et puis, comment capitaliser sur ce succès. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le retour, l'arrivée triomphale, toutes ces émotions, les réactions nationales et internationales. Comment vous avez vécu votre retour au Maroc? J'imagine que vous êtes le protocole, parce que le fait qu'on allait être invité au palais et le fait qu'on était pas à l'isolement, mais qu'on a dû aller tout de suite. Je suis jamais sorti d'un aéroport aussi vite. Ah ouais. Surtout moi. En fait, moi j'ai un problème avec mon passeport et c'est peut-être mon nom, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et je suis là en train d'attendre le douanier qui me dit ouais désolé. Et plus que n'importe qui. Et là, je suis sorti. Mais même avec cette Coupe du Monde, avec champion du monde. Mais on me reconnaissait déjà, etc. Mais bon, après. Non, mais l'ordi, c'est l'ordi. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un homonyme bizarre. Rabat, ça prend plus de temps qu'à Casa. Et donc, c'est bien qu'on ait eu 2 jours un petit peu pour souffler un petit peu, mais la réception au palais, c'est incroyable. Ouais. Je sais même pas sincèrement, je peux vous expliquer plein de choses, mais ça, c'est l'impression que tout est à l'arrêt. C'est attendre que ces portes s'ouvrent, de se sentir si petit. Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est si grand à la fois, parce que si vous êtes là, c'est que vous avez fait quelque chose de grand. C'est un moment incroyable. Et là, on se rend compte quand même que c'est pas juste du foot, qu'on n'a pas juste gagné un trophée. Et en fin de compte, on pense même plus au trophée ou à la coupe. Mais justement... et la parade après, parce que la parade, ça c'est tout ralenti. En fait, tout va très vite. Ouais. Tout a été trop vite. Les jours, les entraînements, l'intensité, très vite les matchs. Ralenti en même temps. Non, je dis pendant la compétition. Ouais, tout était une question d'intensité, de course, Et puis là, la parade, tout se fait au ralenti. Le quart qui et puis cet amour qu'on a reçu et que j'avais dit aux joueurs, et je le disais aux joueurs depuis très longtemps, battez-vous, donnez à cette équipe, à ce maillot, à ce pays, le retour va être incroyable. Vous ne pouvez pas vous imaginer, même moi je ne peux pas m'imaginer. Et de vivre ça avec les joueurs, et de voir les joueurs, surtout un gamin comme Jessim Yassine qui est incroyable. Si je vous laisse 1 heure avec vous ne lâchez plus. Il parle avec son cœur, et lui, c'est incroyable, il vivait comme un gamin. Et il le méritait ces gamins, parce qu'ils ont tout donné, en retour, ils ont eu tout cet amour. Pour nous, c'était un moment... Et moi, j'ai fait qu'appeler ma famille. Je voulais pas filmer, je voulais appeler, je voulais qu'ils vivent ça en direct. Mes amis aussi, donc c'était incroyable. Mais justement, en pleine coupe, durant cette finale, avant la finale ou peut-être pendant, justement, est-ce que vous n'avez pas dans un petit coin de votre tête que en cas de victoire, vous allez être reçu, c'est-à-dire au palais? Moi, je pensais qu'on allait être reçu. Non, c'est-à-dire que jouer pour ça aussi. C'est-à-dire cette finale. Je pensais qu'on allait être reçu. Dans tous les cas. Parce que je savais que ce qu'on avait apporté, ce qu'on avait démontré, c'était au-delà du football. Ces valeurs de joueurs qui courent, qui se battent, qui pensent à eux, qui restent humbles, qui pensent au roi, qui pensent au peuple. À tout moment, je dis non, on va être reçu. C'est vrai. On n'en a pas parlé, j'en ai parlé avec personne, je le pensais. Mais j'ai toujours cru, depuis que j'ai signé au Maroc, qu'on allait être reçu au palais. Ça, c'est bien. Vraiment. Je me préparais. Il faut en parler avec toi aussi, le fils de Rachid Taoussi, Ismaël, qui était mon analyse vidéo, qui était malheureusement, qui devait rester avec les féminines et que je voulais absolument prendre avec moi. Et qui m'a vu à Mora, qui est venu dans mes bras et qui m'a dit purée, tu l'as toujours dit, tu vas aller chez le roi. C'est un objectif finalement, tout comme gagner la Coupe du Monde. Et il me disait lui aussi, coach, avec tout ce que tu fais comme travail, tout ce qu'on fait, tu verras, on va arriver. On parlait pas forcément de gagner la Coupe du Monde. On ira au palais, on sera reçu parce qu'on va faire quelque chose de grand. Effectivement. Et cette envie, moi j'ai une image, c'est celle de Taha Mejni en demi-finale face à l'équipe de France. Quand il plonge, il met la tête pour donner le ballon de la tête à Gomis. Ça, c'est une image marquante. Et c'est dans le 5m50, c'est juste incroyable. Ça, c'est ton discours dans les vestiaires. C'est une erreur de marquage à la base aussi. Je suis assez exigeant, mais quand on prend le but, c'est ça. Le premier, et quand il y a le seul but de la France. Et sur cette action-là, quand il met sa tête juste avant, c'est parce qu'il ne marque pas son homme. Il doit être plus près de son homme. Et puis, alhamdoulilah, il rate le ballon. Et puis, c'est un signe. Et il met sa tête. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me rappelle de Reda Alaoui à l'UNAF contre la Tunisie, où on était en train de défendre le 2-1, où il plonge avec la tête en avant, à mi-hauteur, et il va mettre sa tête sur le pied de l'adversaire. Hussem en match amical.
Donc voilà, c'est pas juste sur cette compétition-là, c'est qu'on a pris les joueurs qui étaient capables de mettre la tête là où les gens ne voulaient pas mettre le pied. Et alhamdoulilah. Moi, voilà, c'est juste parlant de Hussam, c'est franchement, je vous l'ai dit, vous vous rappelez. Moi, quand je l'ai vu à l'entraînement. Non. En plus, non. Et franchement, moi, je reste un petit peu sur ma faim parce qu'il a une super frappe de balle. Et c'est un joueur qui tire très très bien. Et c'est dommage, il a dû tirer une fois. Il avait fait un super tir, je ne me rappelle, contre l'Afrique du Sud. La CAN, oui, il en a fait 2 contre la Tunisie aussi. Et beaucoup. Le truc, c'est que Hussam, il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de réussite par rapport à Hussam et Zaouani, par rapport au fait qu'ils étaient à la CAN, mais qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Donc, ils n'ont pas eu une préparation comme il fallait. Donc, ils sont venus en manque de préparation. Et puis après, il s'est un petit peu blessé contre les États-Unis en match amical. Donc il n'a pas fait d'entraînement. Et puis on l'a retapé. Il était prêt pour jouer la Coupe du Monde. Et puis après, cette petite blessure qui se ressent en tirant un corner à l'entraînement. Et donc à partir de là, je ne le voyais plus faire des frappes. Il allait être à 100%, mais peut-être pas risquer des frappes puissantes. Mais c'est un joueur qui... je reparle, c'est encore une anecdote, c'est les talonnades. C'est que... J'aime pas quand on commence à faire des talonnades parce qu'on s'enflamme vite. Et je me rappelle que contre les États-Unis, en Espagne, on faisait quand il y avait les supporters, et du côté des supporters, il y avait toujours un truc en plus. Quand les supporters faisaient olé, il y avait un truc en plus. Ça m'énervait. Et je leur avais dit à la mi-temps, allez-y, continuez à faire. Et faites leur plaisir, mais c'est pas eux qui vont vous choisir pour la Coupe du Monde, c'est moi. C'est pas eux. Parce qu'ils s'enflamment vite. Et quand il y a des olés dans la tribune, je me dis, on commence à s'enflammer. Ouais, je suis d'accord. Il fallait... Mais en même temps, on a des highlights là, de cette Coupe du Monde avec un Hussam Satr et des talonnades, notamment en finale où il relance. Mais c'est efficace. C'est efficace. C'est dans l'esprit. Tant que ça reste dans l'esprit, que ça reste utile pour la progression. Ou c'est sûr. Mais après, quand tu le fais pour. Même Jessim est resté très sobre dans son jeu. Et trop. Vous savez, j'ai une anecdote aussi, c'est que. Il aime bien les petits dérapages, lui. Coach, un petit coca. Ou coach, il aime bien manger des McDo quand il vient au Maroc, parce que c'est halal. Et la première chose qu'il me demande... On fait pas de pub, mais ce sont juste les envies des joueurs. Un fast-food. Un fast-food quand il vient au Maroc, halal. Coach, s'il te plaît. Ils ont besoin de pub, peut-être. À la fin du stage, est-ce que je peux en manger un? C'est halal et tout. En France, on peut pas en manger, etc. Il me rappelle qu'il marque un but incroyable contre le Wydad en match amical au mois de juin. Il marque un but incroyable, il se retourne, il me dit, coach, il fait semblant que après je pourrais avoir mon fast-food. C'est vérité, quoi. Et je le voyais en Corée du Sud, États-Unis, je le voyais très sérieux, trop sérieux, à demander pour les coups de pied arrêtés, à poser des questions. Et je dis avant la finale, je te ramène un coca et je lui dis, bois un coca, ça va te faire du bien. Relâche-toi un petit peu, il faut qu'il y ait cette folie un petit peu. Cette folie, il l'a eu contre la France quand il a failli se faire agresser par... Il s'est fait agresser, il a failli. D'ailleurs, ça méritait un carton rouge pour moi, c'était pas un carton jaune. Le plus fou du groupe, c'est qui? Le plus comique, celui qui... Jessim, il met l'ambiance. C'est Jessim. Ouais, non, mais en fait, il met pas l'ambiance, il est naturel. Et naturellement, il fait rire tout le monde. C'est vraiment incroyable. Mais parlez-en à Nourdine Naïbet. Je pense que Nourdine Naïbet est tombé amoureux de ce gamin-là. Et il est incroyable. Puis Zaouani, c'est un peu le fou de... Il porte bien son nom, comme on disait. Il n'y a pas de râleurs dans le groupe. Des râleurs, non. On a vraiment... Ce que Nourdine me le disait aussi, le staff, on a eu un mois extraordinaire. On n'a pas eu de tension, on n'a pas eu de... C'est votre choix. C'est ça ce que oui, mais c'est le temps qui nous a permis de choisir les bonnes personnes. Excuse-moi du terme, parce que des fois il faut dire, vous avez dégagé les mauvaises herbes, peut-être. Oui, mais j'aime pas dire les mauvaises herbes. Disons ceux qui n'ont pas compris l'esprit du groupe. Qui n'ont pas encore compris et qui comprendront, Inch'Allah. Parce que ça reste des jeunes joueurs. J'espère. J'espère vraiment. Lui, c'est un peu le chef de projet, d'accord? Oui, mais c'est ça en fait. C'est tout. Il a expliqué justement le projet. Oui, et donc tu adhères pas. Et le truc, c'est que tout le monde adhère. C'est tout. Netangolo, Madach, on le dit dans le langage courant, Madatish la Ratifa. Il n'y a pas d'affect. Non. Pas d'affect. Malheureusement, je suis quelqu'un très affect. Mais j'ai su dans mes choix, avec mon staff aussi, dans les choix du staff aussi, ne pas mettre l'affect. Et voilà, parce qu'en fait, on se doit de donner aux plus méritants. Et ceux qui vont nous apporter quelque chose. Je vais vous dire, vous savez, l'affect, nous on est méditerranéens, on est marocains, tu es marocain, on a évolué au Maroc, purement au Maroc, il n'y a pas de différence, mais c'est vrai que nous, Marocains qui ont toujours vécu, l'affect l'emporte sur la raison de temps en temps. Mais est-ce que le fait que justement que
que tu es marocain, grandi en Belgique, tu as ramené ce plus qui nous manquait. C'est-à-dire que tu as la raison de la remporter sur Dakar. Certains, je remercie la Belgique parce que moi je me suis toujours senti marocain et j'ai toujours eu une grande reconnaissance envers la Belgique et merci à la Belgique, à tous ces gens que j'ai rencontrés, tous ces profs, toutes ces personnes qui m'ont accompagné et qui m'ont appris justement à rester, à trouver un équilibre, toujours l'équilibre. C'est pas de nous, c'est noir ou blanc. On est toujours dans l'extrême. Et c'est avec la méthode belge et les Belges et surtout le flamand. Le flamand, il est encore plus. Il est un peu comme l'allemand. Plus serré, le flamand en fait. Plus, parce que les Bruxelles, c'est un peu les deux. Et ça, il faut qu'on l'apprenne aussi. Ouais, le wallon, il est un peu plus. À la cool, quoi. Relax, à la cool. Et ça m'a beaucoup appris, ça m'a forgé aussi. Et c'est vrai que c'est aussi ce que je disais toujours quand je suis arrivé au Maroc et quand je demandais des choses, que je disais il fallait qu'on soit comme ça. Non, il faut s'adapter. Je dis mais non, on m'aurait pas ramené. Pourquoi on m'a ramené si je dois faire ce que tout le monde a fait? Et donc j'ai essayé, tout en respectant tout le monde, d'essayer d'apporter une certaine... Non, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que ce qui a fait cette force de cette génération-là et de cette équipe, c'est vraiment cette écoute et cet échange qu'il y a entre les joueurs et le staff. Parce que je connais des entraîneurs qui ne vont jamais écouter leurs joueurs. Et un joueur ne peut jamais aller voir son entraîneur pour lui proposer certaines choses. Comme pour venir lui dire, coach, vous savez quoi, il y a Msbahi qui est très bon dans les tirs au but, ça serait bien qu'il fasse les pénaltys. Vous savez que quand j'ai fait ma licence pro, peut-être 65 à 70% des cours étaient basés sur le coaching mental. Et quand moi j'ai travaillé avec des coachs mentaux à Anderlecht, plusieurs, la première chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, non, je n'ai pas parlé de ça. Je me rappelle encore Jeff Brouwer et Hélène, quand ils m'ont dit avec qui je commence, j'avais dit avec moi. J'ai dit vous commencez avec moi. Oui, vous l'avez dit au début de l'émission. Voilà, donc c'était important et je pense que ça m'a beaucoup aidé à faire en sorte, et le président le dit, et c'est quelque chose que j'ai appris en Belgique déjà avant, le joueur est la norme. Et tout est fait pour le joueur. Et donc pour lui donner tout, il faut aussi connaître l'humain. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'essaye de donner beaucoup de responsabilités et faire en sorte que le joueur joue avec de la personnalité. Amine Birou. On va parler de la suite, parce que cette génération maintenant, elle va se projeter vers d'autres objectifs. La qualification pour la CAN ou le tournoi pré-olympique. Il faudra défendre un titre. Et il faudra surtout aller dans un tournoi olympique qui va être réduit de 16 à 12 sélections. Donc les challenges ne manqueront pas. Quel conseil vous pouvez donner à ces joueurs-là afin qu'ils puissent avoir du temps de jeu, qu'ils puissent faire les bons choix en termes de club, etc. Et ma question de tout à l'heure, pour que moi j'ai peur de la convoitise, de la perte des valeurs et des valeurs. Mais c'est bien parce que... moi, ce que j'appelle la santé mentale. Est-ce qu'on a prévu quelque chose, une santé mentale pour ces joueurs pour ne pas les perdre? Non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que beaucoup sont dans des clubs assez bien structurés. Et les discours qu'on a eus, nous, après cette épopée, le président, Walid Regragui, Fethi Jamal, tous le même discours. Et je pense que d'entendre le président aussi avec cette émotion, cette fierté d'avoir gagné cette Coupe du Monde, mais tellement, pas préoccupé, mais en leur disant, les amis, c'est l'avenir qui nous intéresse. C'est bien, on est très très contents, mais c'est l'avenir qui nous intéresse. Faites les bons choix. Faites les bons choix de carrière. Allez dans des clubs où vous allez jouer, continuez à vous battre. Je pense que ça, c'est avant même les prochaines échéances de qualification, c'est le plus important, c'est quels sont les choix qu'ils vont faire. Et on en parle encore beaucoup avec eux, on se rapproche d'eux, quelle que soit la situation, le rôle de chacun. J'ai pas besoin d'être coach des U23 ou des U20 ou être à la fédération pour encore envoyer des messages et encourager tout le monde. Je le fais encore avec des joueurs qui jouent maintenant, que j'ai eu à Anderlecht et qui sont au plus haut niveau. Et je pense que ça va être très important qu'on les suive de près. On n'a pas encore la stratégie exacte. Parce qu'on a besoin de voilà. Vous êtes atterri pour la suite, parce que le président encore hier, on l'a vu sur une télé Sky News à Arabia, où il disait que c'est que le début. Cette Coupe du Monde. Oui, c'est que le début. Et j'espère vraiment, et je l'espère vraiment, parce que moi j'ai toujours dit aux joueurs, on se bat pour un pays, pour vous, mais pour les générations d'après aussi.
Genre, l'une des motivations du Mexique, qu'on était déjà qualifié, c'est de se dire qu'on était l'avant-dernière équipe du chapeau. Il y avait que la Nouvelle-Calédonie qui était devant nous, parce que ça fait 20 ans qu'on n'avait plus joué de Coupe du Monde. Et en fait, les victoires rapportent des points. Oui. Et je dis, pensez à la génération d'après qui pourra être tête de série. Gagnez vos matchs pour eux aussi. Mais ce qui était beau, et c'est même pas... Le hasard a fait que vous quittiez Marmora. Donc, le jour où vous êtes arrivé, vous quittiez Marmora, ils sortaient de Marmora... Non, là, vous rentrez à Marmora de Chine et les 17, c'est comme si un passage de témoin. On avait vécu ça à la CAN aussi. Beaucoup de gens m'avaient dit, des journalistes lors de la conférence de presse, c'est une pression. Non, c'est pas une pression. Je suis le plus heureux des hommes. Ma femme, elle me fait la remarque. Elle me dit, t'as l'air plus stressé pour les autres. Parce que j'ai vécu les matchs, la Coupe d'Afrique U23, les Jeux Olympiques, la Coupe d'Afrique U17 avec beaucoup de... Et je voulais vraiment le bien pour le coach et pour l'équipe. L'intensité, oui. Et elle me disait, t'as l'impression d'être plus stressé, etc., de prendre ça plus... Quand t'es coach, c'est différent. Le match commence, c'est dans ton match, etc. Et donc, moi, c'est pas une pression. C'était vraiment une énergie positive parce que je sais aussi que les victoires amènent les victoires. Et je sais aussi, je l'ai dit aussi, le plafond de verre. J'ai l'impression qu'on l'a brisé, mais il était déjà fissuré. Il y avait déjà avec les Olympiques, l'équipe A avec Walid, on voyait déjà ce plafond fissuré. Et aujourd'hui, j'espère vraiment de tout cœur que pour les générations à venir, pas forcément les U17, il ne faut pas leur mettre une pression. Non, on ne leur met pas une pression. Ça va être pour toutes les générations à venir, croire en eux. Et j'espère de tout cœur qu'on ne sera pas les seuls. On sera les premiers. Pardon, vous êtes d'accord avec le président? Pour lui, c'est la meilleure génération, c'est ce qu'il leur a dit. U17. Les U17, vous pensez que... Non, c'est les U15. Ah, pour l'instant, le président avec les U17, mais c'est Chimounage, vous êtes la plus belle génération. Ils sont une belle génération. C'était pour moi, c'est une philosophie. C'est-à-dire, encore, il faut toujours travailler plus. U17, c'est la meilleure, mais je peux vous assurer que les U15 vont être encore meilleurs. Les U13 vont encore être meilleurs. C'est pour moi, c'est une métaphore, en fait. Ouais. Et puis la meilleure génération, on ne va pas forcément avoir les meilleurs titres. Ouais. Voilà. Mais ce qui compte, et moi, on m'a fait beaucoup cette remarque, la génération après la CAN, la génération U20, c'est la moins bonne qu'on a. Et on a Talbi, on a Ben Seguir, on a Nardim, on a Abdelawi, on a Samir Mourabet qui joue régulièrement, qui sont pas avec nous. La génération, elle est grande, elle est belle. Mais ça, il faut 2005. Le dire à HBA, un autre auditeur, un autre consultant. Dommage qu'il ne soit pas avec nous, mais c'est un petit clin d'œil. Il est puni. Non, il n'est pas puni parce qu'on est samedi. Il est ravi d'entendre Si Mohamed Ouabi en direct sur Radio Mars. Les amis, ça va très très vite. Il nous reste en gros moins d'une dizaine de minutes et il y a tellement de messages, tellement de questions de nos auditeurs. On en a choisi 2, mais d'abord, on ne va pas bouder notre plaisir. Attends les 2 buts. La finale زيد à la limite de la surface de réparation واللي مورا الكره كاين زبيري وكاين بليار غادي نشوفوا شكون فيهم اللي غادي يلعبها زبيري اون فينيس بليار اون فورس غادي نشوفوا كيفاش غادي تلعبوا زبيري يشد هاد الكرة هادي الحارس مرمى المنتخب الأرجنتيني كفرة على ليميت دو لا سورفاس دو ريباراسيون زابيري بالكوشية كي بلاصيها في الدوزيام بوطو في الكوتي غوش ديال لو غارديان دو بوت ما كيخليش ليه الفرصة والهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المغربي معما في الكوتي دروا معما مازال محافظ على الكرة ديالو معما غيسونطري محمد زابيري ويحط عند الزابيري اللي كيبلونجي وكيسجل الهدف الثاني للمغرب 2-0 امام المنتخب الارجنتيني. 2-0 face à l'Argentine, inoubliable. J'ai la chair de poule, c'est juste magnifique. Donc ça c'était le live en direct. On a quelques questions auditeurs pour Si Mohamed Ouabi. On va en sélectionner 2. Il y en a tellement. Merci à Jean, merci à toute l'équipe. 2 questions de nos auditeurs. On commence par la première. خويا بغيت نسولك الا كان عندك اختيار تدرب شي فرقه في المغرب اش من فرقه تدرب ما شاء الله على لاكومبليسمون اللي درتو في كاس العالم وديما مغرب
اولا السلام عليكم سي ولبي، تبارك الله عليك وتبارك على الخدمه اللي قدمتي لنا في هذا كاس العالم هذه، والله فرحه كما فرحتي المغاربه كاملين، وإحنا معاك ان شاء الله على الاستحقاقات اللي جايه ان شاء الله. بغيت غير نسولك على انه كيفاش كتشوف يعني كاس افريقيا اللي غتنظم عندنا في بلادنا ان شاء الله في هذا الشهرين المقبله. شنو اللاعب اللي كتشوف انه يقدر يعطينا زعما زياده في المنتخب الاول، اللي يقدر يشارك معنا زعما في كاس افريقيا ان شاء الله، واخا زعما كلهم عطاو صوره زوينه وكلهم يستحقوا ان شاء الله يكونوا معنا. Merci beaucoup, Dima Mgreb. Alors, la première question par rapport à si Mohamed Ouhabi devait entraîner un club de première division au Maroc, lequel ce serait? Le club qui me voudra. Oui, non. Sincèrement, j'ai pas baigné dans la moto-là. Parce qu'à l'époque, en Belgique, on n'avait pas les chaînes, etc. Mais je trouve que chaque club a une certaine particularité. Et quand je vois, par exemple, tout le monde parle du Raja de Wydad, la rivalité. Quand je vois le jeu de Raja, quand je vois la passion qui se dégage de cette équipe, qui m'a fait vibrer aussi pendant la finale de la Coupe du Monde. Et puis, Wydad, c'est particulier aussi. C'est le premier club que j'ai vu à l'époque, à la Super Coupe, quand il joue avec Naïbet. Donc voilà, je sais pas, sincèrement. Elie versus Olé. Elie versus Olé, tout à fait. Et puis la deuxième question par rapport à la CAN, et quel joueur serait susceptible d'apporter quelque chose pour Walid Regragui? La prochaine CAN, je sais pas. Sincèrement, ça dépend. Il y a un effectif quand même large, avec beaucoup de qualité. Ce qui est important, surtout pour cette CAN, c'est voilà, on l'a vu avec nous-mêmes, c'est croire en nous, croire au staff, croire en Walid, croire en l'équipe. On va le faire, Inch'Allah. L'axe central, est-ce que vous, en tant que coach, ça vous inquiète ou pas du tout? Le fait qu'on n'ait pas autant de concurrence avec le poste? M'inquiéter, non, ça ne m'inquiète pas, parce que les joueurs, on n'a pas de certitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de qualité. Ça veut dire que les niveaux se valent, à part Naïf peut-être qui est sûr. Les joueurs se valent, donc là ce sera un choix du coach, mais je suis certain qu'on va avoir une défense centrale solide. Bien sûr qu'il y a des blessures qui peuvent arriver, mais il y a quand même un groupe assez large. Et moi je suis assez confiant. Et Hicham parle souvent d'union nationale avant cette Coupe d'Afrique, l'union sacrée. On est à 2 mois. Ce serait quoi le message que vous aimeriez passer aux supporters, notamment? Mais c'est ce qui nous a fait gagner. C'est ce qui nous a fait gagner. C'est bien entendu qu'il y a un message qui doit être passé par les joueurs. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils montrent plus? Ils ont 16 victoires d'affilée. Ils ont montré que même dans un petit match ou face à un petit adversaire, des Hakimi veulent jouer. Ils ont montré qu'ils veulent gagner les matchs quand même. Est-ce que tout était parfait? Non. Ben nous, on a fait 3 ans, tout n'était pas parfait. Donc ce qu'il faut, l'union sacrée est super important parce qu'on a un coach compétent qui nous a fait vibrer il y a quelques années, un staff que je vois tous les jours super compétent. Et maintenant, voilà, tous derrière eux. Et Inch'Allah, ça va le faire. On va gagner la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure quand on a posé la question? On est favori. Coach Ouhabi a dit, à la limite, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'on s'aime nous, d'abord, qu'on ait confiance en nous. Et moi, je dis toujours, si nous, supporters, médias, nous leur apportons notre amour, cette confiance, elle grandit, non? Elle va grandir. Je suis certain. Je pense qu'il faut... L'union sacrée, c'est vraiment ce qu'il faut répéter. Et j'espère vraiment de tout cœur parce que on veut vibrer avec toutes les équipes. Toutes les équipes, hier, on était super heureux. J'étais super content que les U17 féminines gagnent parce qu'elles me faisaient de la peine aussi. Mais moi, je les ai vues, cette victoire, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré quand on a gagné la Coupe du Monde parce que j'étais joie. Mais cette joie des petites. Waouh! Mais vous pouvez pas imaginer l'esprit qu'on donne à l'équipe nationale. Lino. Faut qu'il racle le copyright là. Non mais j'ai pleuré moi. Tu sais le copyright. Lino, je les ai vus, mais j'ai pas vu le match. Enfin oui, mais je te jure, j'ai pleuré. Enfin tout seul, mais ils m'ont donné les larmes quand j'ai vu la joie de ces U17 filles. C'est tout un symbole. Non, Lino c'est à part. Lino c'est à part. Non mais là j'étais tout seul, tranquille. Lino il est plus émotif que moi, il est beaucoup plus sensible. Lino il a mangé tellement de pain noir qu'il est content d'apprécier le pain blanc. C'est ce que me disait Nourdine Naïbet. On a tellement mangé de pain noir, on a tellement fait des épopées des fois et tout, avec peu de réussite. Surtout la génération de Nourdine. Et lui, quand il a raté la Coupe du Monde aussi, quand il sentait contre le Sénégal. Oui, tout à fait. On a d'en parler aussi il n'y a pas longtemps. La génération des défaites, ou les générations des fameuses défaites victorieuses. C'est dommage, on n'aura plus de bobards à raconter à nos petits-enfants.
C'était pas des beaux pas. C'est la réalité. Je plaisante. Moi qui ai traversé les dernières 50 années, je te permets pas. C'est manquer de respect à la génération, ceux qui ont fait travailler en 76. Là, tu n'as pas compris. C'est-à-dire que je te vois venir. La nouvelle génération. Il t'enfonce pas. Je m'enfonce pas. Il est en train de ramer là. Non, je ne rame pas. À chaque fois, il nous met dans un pétrin. Et pourtant, on est à 4 minutes de la fin. Ça rame. dire quelque chose. Faut le changer. Coach, moi, c'est juste. Je disais juste qu'il fallait juste, quand on racontait des histoires là, de nos enfants, c'était ce qu'on avait vécu. Oui, aujourd'hui, ils vont te dire, on a mieux. Ouais. C'était pas des bobards. C'était pas des bobards. Ça reste marqué. C'est des légendes. Ce que j'ai vécu, ça reste marqué. Bien sûr. La Coupe du Monde 98, la Coupe du Monde 86, la Cannes 2004. Moi, la Coupe du Monde, et je le dis vraiment parce qu'on m'a dit il faut perdre pour éliminer le Brésil. Je dis non, nous on va essayer de gagner notre match. Moi, je regarde pas. Il n'y avait pas de revanche avec le match. Non, j'ai pleuré moi ce match-ci. J'étais dans les rues, Scarbeck à marcher, à pleurer parce que on fait un match extraordinaire contre l'Écosse et puis on est éliminé. Et ça m'a marqué. C'est des moments qui m'ont marqué, mais voilà, c'est l'histoire et Inch'Allah, ça nous aide. Par contre, après la victoire du Maroc U20 face au Brésil, on a reçu pas mal de messages sur le live Facebook. On a eu notre revanche du Brésil. Les auditeurs, c'était leur ressenti. S'ils le vivent comme ça, tant mieux. Mais bon, je pense que cette équipe a écrit son histoire. C'est le plus important. Ça, c'est bien. Et son histoire fait partie de notre histoire avec un grand H. En restant sur l'équipe, l'histoire des équipes, ne raconte plus tes histoires parce que ça nous crée des histoires. Oui, exactement. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on termine avec Lino Bacco. Le mot de la fin sera pour toi. Quel Mars Attack exceptionnel ce matin, parce que franchement, c'était hyper intéressant. Il n'y a pas de qualificatif d'abord. Plus qu'exceptionnel, je ne sais pas. Bon, une chose certaine, il n'est pas normal. Oui, il n'est pas normal. La fameuse norme. Parce que il faut que quelque chose soit exceptionnel. On a vécu quelque chose d'exceptionnel. Tu es champion du monde. On est champion du monde. On est tous champions. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'on le sent vraiment. On est tous champions du monde. Mais une semaine après, moi par exemple, j'ai du mal. C'est pas que j'ai du mal. Je me dis, waouh, champion du monde. Une semaine après, c'est vrai, parce que il y avait la Champions League, il y avait le Classico. J'ai pas envie de regarder. J'ai pas envie, mais qu'est-ce que tu veux? Tu te réveilles, tu te mets devant ta classe et tu lui dis, bonjour, champion du monde. Mais c'est ça aussi la clé, je pense. La clé, c'est de pouvoir profiter, mais de tout de suite switcher et penser à la suite. Penser à la suite, comme nous on l'a fait en parlant joueurs. Coach U20, ou tu continues avec cette génération? Non, moi je sais pas. Sincèrement, aucune idée. La seule chose, c'est que je vais rentrer en Belgique, je l'ai dit, voir mes parents. Se ressourcer un petit peu. Me ressourcer un petit peu, et puis on verra après. Mais qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est un truc qui me plaît, comme je fais depuis toujours. Ça fait 3 ans et demi que je suis à la fédération. Moi, je suis en fin de contrat, mais j'ai jamais pensé à autre chose qu'à la Coupe du Monde. Vraiment, j'ai jamais pensé à autre chose qu'à la Coupe du Monde. J'ai vraiment pas pensé à. Mais maintenant que c'est derrière, est-ce que les JO vous intéresseraient avec cette génération? Je pense à rien. En toute honnêteté, je ne pense à rien du tout. Je veux savourer, j'ai pas encore savouré. Rentrer avec mes parents, passer des moments simples, très simples, et après réfléchir à tout ça. Comme ça, là, la maman, elle va te dire, pas de champion du monde, tu vas chercher le pain comme d'habitude. Non, c'est ça la différence, c'est qu'elle va me le faire, le pain. C'est ça que j'attends depuis le début, c'est d'être dans sa cuisine, qu'elle me fait son pain avec de l'huile d'olive, son thé à la menthe, que mon papa raconte des histoires de et tu vas le chercher, et c'est ça, rester accroché, va chercher le nana. C'est ça que je recherche. Champion du monde, pas champion, chauffe. Bien sûr. C'est nana. Merci coach. Fierté d'avoir des gens comme Mohamed Ouebi. Non, moi, ce que je voulais lui demander, c'est que maintenant tu es face à un dilemme, parce que finalement tu as entraîné un club, tu as travaillé dans un club, et tu travailles au niveau fédéral. Est-ce que ce sont deux métiers différents, qu'on le veuille ou non? Et tu es porté vers lequel des deux? Mais des fois je suis partagé parce que j'ai tellement de choses à faire sur le terrain que j'ai pas le temps de faire en équipe nationale. Et j'en parlais avec mon analyste qui me disait, coach, purée, quand on voit les séances d'entraînement, ce que tu as envie de faire, etc., si tu avais un club, tu pourras vraiment mettre beaucoup plus de choses. Là, c'est tous les jours que tu travailles. Voilà. Et l'avantage de l'équipe nationale, c'est que tu choisis. C'est que celui qui est pas... tu choisis. Je l'ai toujours dit à mes joueurs, je suis pas un entraîneur, je suis un sélectionneur. Je ne fais que sélectionner. Donc si vous êtes à la hauteur, je vous prends. Et donc il y a du pour et du contre. Mais de nouveau, le projet,
Et je vais laisser, là, à ce moment-là, je laisse quand même un petit peu parler mon cœur quand je choisis, parce qu'il faut que je prenne du plaisir. Bien sûr. Prenez du plaisir. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vous nous avez donné beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci coach. Merci de nous avoir rendus champions du monde. À très bientôt, c'est Mohamed Dawabi. Merci à tous. Très très belle journée sur Radio Mars. À demain.